Elle n'avait que 8 ans, bien trop jeune pour comprendre pourquoi la vie pouvait être si cruelle. Mais quand sa mère gisait, respirant à peine dans une clinique bon marché de la banlieue de Chicago, le docteur a fait une déclaration. Sans 500 dollars avant 8 heures le lendemain matin, ils arrêteraient le traitement. La petite fille n'a pas pleuré. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas pleurer, car les larmes n'achetaient pas de médicaments, ne payaient pas les factures de l'hôpital et ne faisaient pas ouvrir les yeux de sa mère. Au lieu de ça, elle a soulevé le lourd seau de fleurs de sa mère. C'était le même seau que sa mère portait chaque après-midi pour vendre des fleurs sur le trottoir. Elle gagnait ainsi quelques pièces pour les faire vivre toutes les deux. La petite fille est sortie seule dans la rue, sous la chaleur écrasante de l'été. Elle avait les épaules frêles d'une enfant qui aurait dû être en classe. Elle n'est pas allée dans le quartier pauvre qu'elle connaissait si bien. Elle savait que les gens là-bas n'avaient pas d'argent non plus. Elle est allée directement à Gold Coast, le quartier des plus riches demeures de la ville. Là-bas, les portails en fer étaient plus hauts qu'un homme adulte. Les voitures valaient plus que l'appartement où elle et sa mère vivaient. Elle a été chassée, humiliée, rejetée encore et encore. Mais elle n'a pas abandonné. Pas avant de se retrouver devant le dernier portail de la rue. Un immense portail en fer noir gardant un manoir qui ressemblait plus à une forteresse. C'était la maison de l'un des hommes les plus puissants et dangereux de Chicago. Un chef de la pègre dont le seul nom faisait trembler le monde du crime. Et ce que la petite fille a trouvé à l'intérieur de ce manoir, ce n'était pas de l'argent. C'était une photographie. Une photographie de sa propre mère, accrochée en lieu d'honneur sur le mur du bureau du chef de la pègre. Un secret enterré depuis 9 ans. Une histoire d'amour qui n'aurait jamais dû se terminer. Et un mensonge qui avait condamné 3 personnes à 9 années de douleur, de séparation et de larmes. Installez-vous confortablement, car l'histoire du courage d'une fillette de 8 ans serrant un seau de fleurs va vous captiver. Elle est entrée dans le monde de la mafia et a réuni par accident 2 cœurs déchirés par le pouvoir, la peur et les mensonges. Cette histoire vous tiendra en haleine jusqu'au tout dernier moment. Si cette histoire touche votre cœur, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et partagez-la pour que plus de gens puissent l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. Des histoires qui seront encore plus émouvantes que celle-ci. Dans une petite chambre d'hôpital, tout au bout du couloir de la clinique la moins chère de la banlieue de Chicago, une petite fille était assise en silence. Elle était sur une chaise en plastique blanc, jaunie par le temps. Son nom était Hope. Elle n'avait que 8 ans. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Il se balançait donc doucement dans les airs, mais le reste de son corps était complètement immobile. Elle tenait la main de sa mère. La main de la femme était brûlante de fièvre, pâle comme du papier. Elle reposait sans force sur un drap de lit si fin qu'il était presque transparent. La mère s'appelait Audrey. Elle avait 27 ans. Pourtant, son visage paraissait bien plus vieux que son âge. La sueur trempait son front. Ses lèvres étaient sèches et gercées. Ses yeux étaient fermés. Sa respiration était lente et difficile, si difficile que chaque souffle ressemblait à une supplication. La pièce sentait le désinfectant, mélangé à l'odeur humide de moissis des murs jaunis. Ils étaient tachés par d'anciennes fuites d'eau de pluie. Le ventilateur de plafond tournait si lentement que c'était presque inutile. Il grinçait à un rythme régulier, comme s'il comptait le temps qui restait. Hope ne pleurait pas. Elle avait appris à ne pas pleurer il y a très longtemps. La dernière fois qu'elle avait pleuré, c'était à 5 ans. Sa mère s'était effondrée dans la rue en vendant des fleurs sous la pluie. Elle avait pleuré pendant 1 heure entière à côté de sa mère, allongée sur le trottoir trempé. Mais personne ne s'était arrêté pour aider. Depuis ce jour, elle avait compris que les larmes ne changeaient rien. Les larmes n'achetaient pas de médicaments. Elles ne payaient pas le loyer. Elles ne faisaient pas ouvrir les yeux de sa mère. Alors, elle avait arrêté de pleurer. Elle regarda le visage de sa mère, se pencha très près et murmura, d'une voix si douce que seules elles deux pouvaient l'entendre. « Maman, réveille-toi, je suis là. » Audrey ne bougea pas. Ses yeux restèrent clos. Ses lèvres restèrent silencieuses. Sa poitrine continuait de se soulever et de s'abaisser lentement, comme si elle dérivait de plus en plus loin vers un lieu que Hope ne pourrait jamais atteindre. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. Un homme grand entra, vêtu d'une blouse blanche légèrement froissée.
C'était le docteur Warren. Il tenait un dossier médical marron à la main. Son visage portait l'expression épuisée de quelqu'un qui avait trop travaillé et vu trop de choses tristes. Il s'arrêta au pied du lit, regarda Hope, puis Audrey, puis de nouveau Hope. Ses yeux lui dirent, avant même que sa bouche ne le fasse, qu'il apportait de mauvaises nouvelles. « Bonjour, ma puce, dit-il doucement. Hope se leva aussitôt, le dos droit, les mains le long du corps, comme une enfant déjà habituée à devoir paraître polie devant les adultes pour être entendue. « Bonjour, docteur. » Le docteur Warren ouvrit le dossier, tourna quelques pages, puis soupira. « L'état de votre mère est stabilisé pour le moment. Nous lui avons donné des médicaments pour faire baisser la fièvre et nous avons commencé à contrôler l'infection. Mais ma puce, votre mère a besoin d'un traitement continu. Elle a besoin de plus d'examens, de plus de médicaments et de plus de temps en observation. » Hope hocha la tête. « Oui, monsieur. » Le docteur Warren hésita une seconde, puis il prononça la phrase que Hope craignait le plus au monde. « Mais il y a un problème. La facture médicale dépasse déjà 4 000 $. Notre clinique a besoin d'un acompte de 500 $ avant 8 heures demain matin pour continuer le traitement. Sans cet acompte, nous serons obligés d'arrêter et de renvoyer votre mère. » Le cœur de Hope se serra. 500 $. Elle n'avait pas 500 $. Elle n'avait même pas 50 $. « Docteur, s'il vous plaît, dit-elle, la voix tremblante mais sans larmes. S'il vous plaît, n'arrêtez pas de soigner ma mère. Je trouverai l'argent. Je le promets. Je vous le promets. » Le docteur Warren la regarda avec les yeux d'un homme qui avait vu cette scène bien trop souvent. Des familles pauvres, des patients sans argent, des enfants qui n'auraient jamais dû porter le fardeau de la douleur des adultes. Il voulait aider, mais il ne le pouvait pas. « Ma puce, c'est une clinique, pas une œuvre de charité. J'ai des règles à suivre, moi aussi. Je suis vraiment désolé. » Hope déglutit. Sa gorge avait un goût amer. « Oui, monsieur, je comprends, mais s'il vous plaît, donnez-moi jusqu'à demain matin. J'apporterai l'argent. Je le promets. » Le docteur Warren la regarda longuement, puis il hocha lentement la tête. « Demain matin, 8 heures. S'il n'y a pas d'argent, je n'aurai pas d'autre choix que de renvoyer votre mère chez elle. »« Merci, docteur, » dit Hope, sa petite voix si faible qu'elle se dissolvait presque dans l'air. Le docteur Warren se retourna et sortit, la porte se refermant doucement derrière lui. Il laissa Hope seule dans la pièce, avec pour seule compagnie le grincement du ventilateur et la respiration fragile de sa mère. Hope se rassit sur le bord du lit. Elle regarda le visage de sa mère pendant un long moment. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle cligna fort des yeux pour les retenir. Elle se pencha et embrassa doucement le front de sa mère. La peau de sa mère était brûlante. « Ne t'inquiète pas, maman, » murmura-t-elle. « Je trouverai l'argent, je te le promets. » Elle se leva, ajusta sa vieille robe effilochée aux épaules et délavée par l'usure. Elle leva les yeux vers l'horloge ronde accrochée au mur de l'hôpital. La petite aiguille pointait sur le 1, la grande sur le 12. 1 heure de l'après-midi, il restait 19 heures. Hope prit une profonde inspiration, tourna le dos au lit où reposait sa mère et sortit de la chambre. Ses petites jambes semblaient porter le poids du monde entier. L'appartement où Hope et sa mère vivaient n'était pas loin de la clinique, à seulement 15 minutes de marche. Mais aujourd'hui, ces 15 minutes semblaient durer une éternité. Hope marchait sur le trottoir fissuré, les yeux fixés droit devant elle. Son esprit tournait autour du chiffre 500 $. Elle n'avait jamais vu 500 $ de sa vie. Elle n'avait même jamais tenu plus de 20 $ entre ses mains en une seule fois. Mais elle avait fait une promesse à sa mère, et Hope ne rompait jamais une promesse faite à sa mère. Quand elle poussa la porte de l'appartement, la première chose qui la frappa ne fut pas ce qu'elle vit, mais le silence. Un silence effrayant et lourd qui lui serrait la poitrine comme une pierre. L'appartement n'avait qu'une seule pièce avec une minuscule cuisine dans un coin. La salle de bain était si exiguë qu'il était difficile de s'y retourner. La peinture s'écaillait des murs en larges plaques. Le plafond était taché de marques brunes dues aux fuites d'eau de l'hiver précédent. Mais c'était chez elle, le seul endroit au monde où Hope se sentait en sécurité. Seulement aujourd'hui, il manquait à l'appartement la seule chose qui en faisait un foyer, la voix de sa mère. Hope se tenait au milieu de la pièce et se surprit à regarder vers la petite cuisine. Chaque après-midi, sa mère se tenait là, arrangeant des fleurs en petits bouquets tout en chantant.
Elle chantait toutes sortes de chansons, parfois de vieilles et berceuses, parfois des chansons qu'elle inventait elle-même. Sa voix n'était pas belle comme celle d'une chanteuse, mais pour Hope, c'était le plus beau son du monde. Mais maintenant, la cuisine était vide. Pas de chant, pas de rire, pas de mère. Hope ravala le nœud dans sa gorge et se tourna vers le coin opposé de la pièce. Là, juste à côté de la porte, se trouvait un grand seau en plastique. À l'intérieur, il y avait des fleurs. Les bouquets que sa mère avait coupés, taillés et attachés avant que sa maladie ne devienne si grave qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Des roses rouges, des marguerites jaunes, de la lavande violette. Chaque bouquet était soigneusement emballé dans du vieux papier journal et attaché avec un élastique. C'est ainsi que sa mère gagnait sa vie. Chaque après-midi, bam, Audrey portait ce seau de fleurs sur le trottoir. Elle se tenait au carrefour près de chez eux et les vendait aux passants. 3 $ le bouquet, 5 $ le bouquet. Parfois, si quelqu'un avait pitié d'elle, il ajoutait 1 ou 2 $ de pourboire. Ce n'était jamais beaucoup, mais c'était assez pour acheter du riz, du lait, assez pour payer le loyer mois après mois. Hope s'approcha, s'agenouilla à côté du seau et tendit la main pour toucher les pétales de rose. Les pétales étaient encore doux, encore parfumés, mais leur bord commençait déjà à se faner. Tout comme sa mère, toujours là, mais s'éteignant. Elle enroula ses 2 mains autour de la poignée du seau et tira. C'était lourd, bien plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Ses bras tremblaient, son dos lui faisait mal, mais elle serra les dents et traîna le seau vers la porte, petit à petit, centimètre par centimètre. Quand elle atteignit le seuil, elle s'arrêta, haletante, puis souleva le seau dans ses bras. Elle vacilla sous le poids, le dos courbé, les épaules tombantes, mais elle tint bon. Elle se tint sur le seuil de l'appartement et regarda dehors. Le soleil avait déjà commencé à pencher vers l'ouest, la lumière passant d'un blanc aveuglant à un or profond. Elle compta dans sa tête. 1 heure et demie de l'après-midi, il restait 18 heures et demie. Hope savait qu'elle ne pouvait pas aller dans les rues familières d'ici. Ses voisins étaient pauvres aussi, luttaient aussi, menant leur propre bataille avec le loyer et la nourriture. Personne n'avait d'argent supplémentaire pour acheter des fleurs. Mais il y avait un endroit où les gens avaient de l'argent. Beaucoup d'argent. Gold Coast, le quartier le plus riche de Chicago. L'endroit où les voitures valaient plus que l'appartement où elle et sa mère vivaient. Où les portails en fer étaient plus hauts qu'un homme adulte. Où les fleurs de leur jardin étaient probablement plus belles que celles qu'elle portait maintenant. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Hope resserra sa prise sur la poignée du seau, franchit le seuil de l'appartement et commença à marcher. Seule sous le soleil d'après-midi d'été de Chicago. 8 ans, portant un seau de fleurs faisant presque la moitié de sa taille, marchant vers le quartier le plus riche de la ville pour sauver sa mère. Il fallut près d'1 heure de marche à Hope pour atteindre Gold Coast. Ses jambes lui faisaient mal, ses épaules étaient endolories à force de porter le seau de fleurs, et la sueur coulait de ses tempes le long de son cou. Mais quand elle tourna dans la première rue du quartier riche, elle oublia toute sa fatigue, car tout ici était complètement différent du monde qu'elle connaissait. Les rues étaient impeccables, sans le moindre déchet. Des rangées d'arbres verts et luxuriants, taillés avec un soin parfait, s'alignaient des 2 côtés du trottoir. Des voitures étaient garées le long de la rue, chacune rutilante, chère, et 2 ou 3 fois plus grande que les bus que Hope avait l'habitude de prendre. Et les maisons, non, pas des maisons, des manoirs, avec d'immenses portails en fer, des murs solides construits pour l'intimité et des jardins de fleurs plus grands que l'appartement où elle et sa mère vivaient. Hope resserra sa prise sur le seau de fleurs et se dirigea vers le premier portail qu'elle vit. C'était un portail en fer noir, 3 fois plus haut qu'elle, avec des pointes acérées sur le dessus, comme les dents d'un animal. Elle leva la main et frappa doucement. Un petit panneau dans le portail s'ouvrit, et un grand garde de sécurité la regarda de haut. Son visage se crispa comme s'il venait de sentir quelque chose de désagréable. « Qu'est-ce que tu veux ?» aboya-t-il. « Bonjour, monsieur, » dit Hope poliment. « Je vends des fleurs fraîches. Voudriez-vous en acheter ?» Le garde éclata d'un rire moqueur. « Tu es folle? Dégage avant que j'appelle la police. Ce n'est pas un endroit pour les gens comme toi. » Le panneau se referma brusquement. Le bruit du métal frappant le métal résonna avec une finalité froide. Hope resta là 1 seconde,
la poitrine douloureuse, puis se tourna vers la maison voisine. Le deuxième portail fut ouvert par la propriétaire elle-même. Une femme d'environ 40 ans avec des cheveux blonds parfaitement bouclés, un collier de diamants et une tenue blanche impeccable. Elle toisa Hope de la tête aux pieds, de ses cheveux en désordre à sa vieille robe usée aux épaules, jusqu'à ses chaussures en toile sale. Son visage se tordit de dégoût. « Pourquoi y a-t-il une petite fille sale devant mon portail ?» dit-elle d'une voix aiguë et glaciale. « Va-t'en, pars tout de suite. Nous n'avons besoin de rien de la part des gens comme vous. » Hope n'eut même pas le temps d'ouvrir la bouche avant que le portail ne se referme sur son visage. Cette fois, Hope sentit sa gorge se serrer, mais elle ravala sa salive, se détourna et se dirigea vers la maison suivante. Au troisième portail, un jeune homme, peut-être dans la trentaine, ouvrit. Il regarda Hope, regarda le seau de fleurs, puis regarda de nouveau Hope. Il ne fronça pas les sourcils. Il ne cria pas. Il ne ricana pas. Il demanda gentiment. « Tu vends des fleurs? »« Oui, monsieur, » dit Hope, la voix tremblante car elle n'avait pas l'habitude qu'on lui parle normalement. « Des fleurs fraîches, 5 $ le bouquet. » L'homme regarda le seau de fleurs, puis les petites épaules qui tremblaient sous son poids. Il sortit son portefeuille, prit un billet de 50 $ et le plaça dans la main de Hope. « Garde-le. Achète-toi quelque chose à manger. Et garde les fleurs aussi. » Hope regarda le billet dans sa main, et pour la première fois de la journée, ses yeux s'illuminèrent. « Merci, monsieur. Merci beaucoup. » L'homme hocha la tête, lui fit un léger sourire et referma le portail. Hope serra le billet de 50 $ contre sa poitrine et continua de marcher. Elle frappa à d'autres portails. Certaines maisons achetèrent un bouquet. D'autres en achetèrent 2. Certaines personnes ajoutèrent un pourboire sans prendre de fleurs. D'autres ouvrirent le portail puis le refermèrent aussitôt. D'autres encore ne prirent même pas la peine d'ouvrir. Mais Hope n'arrêta pas. Elle continua de marcher, de frapper, de dire « Je vends des fleurs », de la voix la plus polie qu'elle pouvait avoir. Au milieu de l'après-midi, Hope s'arrêta sous un grand chêne au bord du trottoir. Elle s'assit sur le pavé, posa le seau de fleurs à ses pieds, puis plongea la main dans la poche de sa robe et sortit l'argent pour le compter. Un billet à la fois, elle les lissa et les empila soigneusement. 180 $. Hope recompta dans sa tête. Il manquait encore 320 $. Elle leva le visage et regarda le ciel. Le soleil avait déjà bien penché vers l'ouest et la lumière n'était plus dure, mais avait pris une teinte dorée profonde. Elle se releva, souleva de nouveau le seau et continua. Plus de portails, plus de coups frappés, quelques bouquets de plus vendus, quelques refus de plus. Quand le ciel commença à passer de l'orange au violet, Hope s'arrêta de nouveau et compta l'argent. 340 $, il manquait encore 160 $. Elle regarda dans le seau. Moins de 10 bouquets restaient, et beaucoup d'entre eux avaient déjà commencé à se faner. Elle leva la tête et regarda le ciel qui s'assombrissait. Si la nuit tombait complètement, plus personne n'ouvrirait le portail à une fillette de 8 ans vendant des fleurs. Elle le savait. Puis elle le vit. Au bout de la rue, se dressant comme une forteresse, se trouvait le plus grand manoir que Hope ait jamais vu de sa vie. Des murs de pierre grise, un immense portail en fer noir, des caméras de sécurité partout, une longue allée de gravier blanc s'enfonçant profondément dans la propriété. 2 rangées de fleurs plantées de chaque côté, comme si elles montaient la garde. Quelque chose dans cette maison dégageait à la fois grandeur et peur, comme si ce n'était pas simplement la maison de quelqu'un de riche, mais la maison de quelqu'un que personne n'osait approcher. Hope déglutit difficilement. Elle regarda le seau de fleurs qu'il lui restait, puis le manoir, puis le ciel dont la dernière lueur s'estompait. « C'est ma dernière chance », se murmura-t-elle. Puis elle resserra sa prise sur la poignée du seau et se dirigea vers le dernier portail en fer noir au bout de la rue. Hope se tenait devant l'énorme portail en fer noir et pencha la tête en arrière pour regarder en haut. Le portail était 4 fois plus haut qu'elle, ses barreaux noirs s'élevant en ligne rigide comme les clôtures d'une prison. Chacun était couronné d'une pointe acérée. Des caméras de sécurité étaient montées dans les 2 coins supérieurs, leur lumière rouge clignotant lentement comme des yeux observant chaque mouvement. Hope prit une profonde inspiration, leva son petit poing et frappa contre le portail. Le son du métal résonna, grave et creux.
dans la lumière déclinante de l'après-midi. Quelques secondes plus tard, un petit panneau dans le portail s'ouvrit. Un visage âgé, aigri et bordé de favoris argentés, avec une expression sinistre, la regarda de haut. « Qu'est-ce que tu veux ?» gronda-t-il. « Bonjour, monsieur », dit Hope, essayant de garder sa voix calme, même si son cœur battait la chamade. « Je vends des fleurs fraîches. Puis-je parler au propriétaire de la maison, s'il vous plaît ?» Le vieux garde la toisa de haut en bas, puis éclata de rire. Mais ce n'était pas le genre de rire qui contenait de la joie. C'était le genre de rire que les gens ont quand ils entendent quelque chose de si ridicule qu'ils ont du mal à le croire. « Tu sais au moins qui habite ici ?» demanda-t-il, sa voix baissant d'un ton. Et Hope y entendit quelque chose. Pas seulement du mépris, de la peur aussi. La peur de l'homme même qu'il gardait. C'est la maison de Damon Kessler, tu comprends? Damon Kessler, il n'a pas de temps pour les petites vendeuses de fleurs des rues. Dégage d'ici maintenant. Hope ne savait pas qui était Damon Kessler. Elle ne savait pas quel poids ce nom portait dans ce monde. Elle savait seulement qu'elle avait besoin de 160 $ de plus avant 8 heures le lendemain matin, et c'était le dernier portail de la rue. « Monsieur, s'il vous plaît, dit-elle, sa voix commençant à trembler. « Laissez-moi juste essayer une fois. Je n'ai besoin que de 160 $ de plus. Ma mère est très malade. Si je n'ai pas l'argent d'ici demain matin, ils arrêteront de la soigner. » Le vieux garde ne dit rien. Il referma le petit panneau. Hope pensa que c'était la fin. Mais alors, le portail s'entr'ouvrit et le vieux garde sortit avec un garde plus jeune derrière lui. Tous deux la regardèrent comme on regarde un chat errant qui s'est égaré au mauvais endroit. « Allez, gamine !» dit le jeune garde, son ton moins dur, mais toujours ferme. « Ce n'est pas un endroit pour toi. Mais je n'ai besoin que de... » Hope ne termina pas. Le vieux garde lui saisit un bras. Le jeune garde attrapa l'autre. Ils l'entraînèrent loin du portail. Hope se débattit, ses chaussures raclant le sol, le seau de fleurs basculant sauvagement, tandis que plusieurs fleurs se répandaient sur l'allée de gravier blanc. « S'il vous plaît, monsieur, cria-t-elle, la voix brisée. « S'il vous plaît, laissez-moi le voir. S'il vous plaît, ma mère attend. Ma mère mourra si je n'ai pas l'argent. » À l'intérieur du manoir, à quelque distance du portail, de l'autre côté de l'allée de gravier et des parterres de fleurs parfaitement taillées, Damon Kessler était assis dans son bureau au 2e étage. 36 ans, grand, avec un visage qui semblait avoir été taillé dans la pierre. Des traits acérés, une mâchoire carrée et des yeux gris de la couleur de l'acier. Il portait un costume noir même s'il était chez lui. Les poignettes blanches de sa chemise étaient visibles sous les manches, repliées en 2 tours nettes et exactes. Tout en lui parlait d'un contrôle absolu. Il était au téléphone, sa voix basse et mesurée, chaque mot tombant avec le poids d'une pierre. « Je me fiche de ce que dit le conseil d'administration. S'ils n'acceptent pas mes conditions d'ici vendredi, je me retire de l'affaire. De toute l'affaire. Aucune négociation. » Tandis qu'il parlait, ses yeux se portèrent par hasard sur la grande fenêtre donnant sur le portail d'entrée. Et c'est là qu'il le vit. 2 gardes traînaient une petite fille loin de l'entrée. Elle était minuscule, frêle, se débattant contre eux, criant, serrant un seau de fleurs, tandis que des fleurs s'éparpillaient sur le sol à chaque fois qu'on la secouait trop fort. Damon s'arrêta au milieu de sa phrase, sa main tenant le téléphone s'abaissant légèrement. Il fixa la scène et quelque chose dans sa poitrine se serra. Pas de la pitié, pas de la curiosité, quelque chose de plus profond que ça. Quelque chose de plus fort, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Comme si une main invisible s'était refermée sur son cœur et ne voulait pas lâcher prise. Il avait vu 100 scènes pires que celle-ci dans sa vie sans sourciller. Il avait vu des hommes adultes tomber à genoux à ses pieds et le supplier, et son visage n'avait jamais changé. Mais cette enfant, la façon dont elle se battait, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle refusait d'abandonner. La façon dont elle tenait ce seau de fleurs comme si c'était la chose la plus précieuse qu'elle possédait. La façon dont elle criait « Ma mère attend », de la voix d'une enfant de 8 ans qui n'aurait jamais dû porter quoi que ce soit de plus lourd qu'un cartable. Tout cela rendait impossible pour lui de détourner le regard. « Je vous rappelle », dit-il au téléphone. Puis il mit fin à l'appel sans attendre la réponse de l'autre personne. Il se leva de sa chaise, sortit du bureau, descendit l'escalier, traversa le salon et se dirigea vers la porte d'entrée. La gouvernante qui se tenait dans le couloir le regarda avec surprise. « Où allez-vous, monsieur »
Dehors! Il ne ralentit pas. Damon descendit l'allée de gravier blanc. Il se déplaçait rapidement vers le portail. Les deux gardes virent leur employeur arriver et lâchèrent immédiatement la petite fille, se redressant, le visage blême. Hope faillit tomber quand ils la lâchèrent si soudainement, mais elle retrouva son équilibre et serra fermement le seau de fleurs contre sa poitrine. Damon s'arrêta à quelques pas d'elle. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, sa voix calme, mais si lourde que l'air autour d'eux sembla s'épaissir. « Monsieur, » dit rapidement le vieux garde, trébuchant sur ses mots, « cette fille est venue causer des problèmes. Nous l'emmenions. » Damon ne regarda pas les gardes. Il regarda Hope. Elle se tenait là, petite et mince, dans une vieille robe délavée, les yeux rouges, mais ne pleurant plus. Les deux bras enroulés autour du seau de fleurs pressé contre sa poitrine, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Et là, au pied du devant sur le gravier blanc immaculé, gisait une seule rose rouge de Bumpy. Elle était tombée du seau pendant qu'on la traînait. Ses pétales étaient légèrement meurtris, mais elle était toujours rouge, toujours fraîche, toujours belle. Damon regarda la rose à ses pieds, puis regarda de nouveau la petite fille. Il dit deux mots, et ces deux mots changèrent tout. « Laissez-la entrer. » Les deux gardes ouvrirent immédiatement le portail et reculèrent de chaque côté, les yeux baissés, n'osant pas regarder leur employeur. Hope franchit le portail en fer noir, ses pieds touchant l'allée de gravier blanc qui s'étendait profondément à l'intérieur. Et elle eut l'impression de venir de traverser dans un autre monde, un monde auquel elle n'appartenait pas. Des fleurs bordaient les deux côtés de l'allée à une parfaite symétrie. Chaque rosier, chaque touffe de lavande était arrangée si uniformément qu'on aurait dit qu'ils avaient été mesurés avec une règle. Les fleurs ici étaient 100 fois plus belles que celles qu'elle essayait de vendre. Plus loin se trouvait une fontaine en marbre, son eau murmurant doucement. La dernière lumière du soir attrapait la surface et la transformait en traînée scintillante d'or. Damon marchait devant, à grandes enjambées, le dos droit. Hope suivait derrière, à petits pas, le dos courbé sous le poids du seau dans ses bras. Deux ombres, une grande et puissante, une petite et fragile, s'étiraient sur le gravier blanc sous le coucher du soleil. Quand Damon poussa la porte d'entrée, la bouche de Hope s'entr'ouvrit. Elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. À l'intérieur, le manoir était encore plus beau que de l'extérieur. Le sol était en marbre noir poli, si brillant que Hope pouvait y voir son propre reflet, petit et déplacé dans l'immensité qui l'entourait. De grands tableaux étaient accrochés au mur dans des cadres dorés à la feuille d'or. Elle ne comprenait pas ce que les tableaux étaient censés montrer, mais elle savait qu'ils devaient être chers. Un grand escalier en chaîne noire montait en courbe jusqu'au deuxième étage, sa rampe lisse et brillante. Au-dessus, suspendu au plafond vertigineux, se trouvait un énorme lustre en cristal. Des centaines de petits morceaux de cristal suspendus dans les airs, brisant la lumière en 1000 points scintillants à travers la pièce. Tout était noir, gris et blanc, froid, luxueux, parfait et distant. Complètement différent de l'appartement humide aux murs qui pèlent et au plafond qui fuit où elle et sa mère vivaient. Hope serra plus fort le seau de fleurs contre sa poitrine. Elle avait peur que les pétales humides ne goûtent sur le sol en marbre coûteux. Elle marchait doucement, comme si elle craignait que le son de ses propres pas ne brise le silence de cette maison. Une légère odeur de chêne et de cuir flottait dans l'air. Une odeur que Hope n'avait jamais connue auparavant. Inconnue, mais pourtant agréable. L'odeur de la richesse qu'elle n'avait connue que derrière des portails fermés. Damon la conduisit dans le grand salon et désigna un fauteuil en cuir noir. « Assieds-toi là, dit-il. » Sa voix était toujours brève, mais elle n'avait plus le même ton dur qu'au téléphone. Quelque chose dans sa voix avait changé à partir du moment où il avait vu la petite fille se faire traîner au portail, même s'il ne s'en était pas rendu compte. Hope s'assit sur le bord du fauteuil, le dos droit, ses pieds se balançant au-dessus du sol sans le toucher. Le seau de fleurs était posé soigneusement à ses pieds, les deux mains sur ses genoux. Elle était assise là comme l'enfant la mieux élevée du monde, ayant peur de toucher quoi que ce soit, peur de salir quoi que ce soit. Damon se tenait en face d'elle et la regardait. Puis il demanda, sa voix plus lente que d'habitude. « Quel est ton nom? »« Mon nom est Hope, monsieur. »« Hope, répéta-t-il, comme s'il pesait le nom sur sa langue. « Quel âge as-tu? »« J'ai 8 ans, monsieur. »« 8 ans, dit-il, la voix plus douce.
Alors dis-moi, pourquoi une enfant de 8 ans vend-elle des fleurs seule à Gold Coast presque le soir? Hope baissa les yeux sur ses mains, puis leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient clairs, tristes, mais pas faibles. Pas faibles. Ma mère est très malade. Elle est à la clinique. Le docteur a dit que si nous n'avons pas 500 dollars d'acompte avant 8 heures demain matin, ils arrêteront de la soigner. J'ai vendu des fleurs toute l'après-midi et j'ai déjà gagné 340 dollars. Je n'ai besoin que de 160 dollars de plus. Elle prononça chaque phrase clairement et lentement, comme si elle s'était entraînée à le dire dans sa tête toute la journée. Damon resta silencieux un moment, puis il demanda « Où est ton père ?» Hope n'hésita pas. La réponse vivait en elle depuis très longtemps, familière comme une vieille cicatrice qui ne faisait plus mal mais ne disparaissait jamais. « Mon père est mort avant ma naissance, monsieur. Il n'y a que ma mère et moi. » Le grand salon tomba soudain dans un silence si profond qu'il était difficile d'y respirer. Damon regarda l'enfant de 8 ans assise sur le fauteuil en cuir noir. Les fleurs à ses pieds se fanaient lentement au milieu du salon du plus puissant chef de la mafia de Chicago. Il avait vu des centaines d'hommes tomber à genoux devant lui et le supplier. Il avait vu des femmes pleurer et plaider devant lui. Il avait vu des rivaux trembler au son de son nom. Mais jamais, pas une seule fois dans sa vie, il n'avait ressenti ce qu'il ressentait maintenant. Cet enfant aurait dû être dehors en train de jouer. Elle aurait dû être dans une salle de classe. Elle aurait dû être dans les bras de sa mère à écouter des contes de fées avant de dormir. Pas à porter un seau de fleurs de portail en portail dans le quartier le plus riche de la ville, suppliant des étrangers de sauver sa mère. Quelque chose se brisa en Damon. Il ne pouvait pas le nommer. Il savait seulement que sa poitrine lui faisait mal et que cette douleur n'avait rien à voir avec le corps. « Assieds-toi ici et attends », dit-il, sa voix plus douce qu'à aucun autre moment de la journée. « Je vais t'aider. » Les yeux de Hope s'écarquillèrent. « Vraiment, oui. Reste tranquille. Ne touche à rien. » Puis Damon se retourna et se dirigea vers le bureau au bout du couloir pour chercher l'argent. Hope était assise sur le fauteuil en cuir noir, ses pieds se balançant doucement, ses mains jointes sur ses genoux. Elle n'osait pas bouger, elle n'osait toucher à rien. Elle se sentait comme une tache au milieu de cette pièce immaculée. Sa vieille robe délavée, ses chaussures en toile poussiéreuse, le seau de fleurs se fanant lentement à ses pieds. Tout cela était douloureusement déplacé au milieu du marbre et du cristal. Elle resta immobile, écoutant le son des pas de Damon s'éloigner vers le bout du couloir, puis le silence. Le salon était trop grand, le plafond trop haut, le calme trop profond. Hope commença à regarder autour d'elle, non par curiosité, mais parce qu'elle ne savait pas où regarder d'autre. À part l'image de sa mère allongée à l'hôpital, l'image qui revenait sans cesse devant ses yeux chaque fois qu'elle clignait. Son regard passa sur les tableaux au mur, sur le lustre en cristal, sur l'escalier en colimaçon, puis s'arrêta au fond du couloir. La porte du bureau de Damon n'était pas complètement fermée. Elle était légèrement entr'ouverte, juste assez pour que la lumière chaude de l'intérieur se répande en une fine bande dorée sur le sol en marbre noir. Hope n'avait pas l'intention de regarder à l'intérieur. Elle savait qu'il lui avait dit de ne toucher à rien, et c'était une enfant qui savait obéir. Mais ses yeux, les yeux d'une enfant de 8 ans, toujours curieuse du monde, se glissèrent d'eux-mêmes à travers cette étroite ouverture. À l'intérieur, elle vit une grande pièce, ses murs lambrissés de chêne foncé, de hautes étagères allant du sol au plafond, remplies de livres reliés en cuir. Un grand bureau en bois massif au centre, des papiers et des stylos disposés dessus, et une lampe de bureau projetant une lueur jaune et chaude. Damon se tenait de l'autre côté du bureau, le dos à la porte, ouvrant un tiroir. Mais Hope ne regardait pas Damon. Ses yeux étaient attirés ailleurs, vers le mur directement derrière le bureau. Là, accrochée en lieu d'honneur sur le mur lambrissé de chêne, se trouvait une grande photographie dans un cadre en bois noir. Elle était plus grande que n'importe quelle photographie que Hope ait jamais vue. Presque aussi grande qu'une fenêtre, occupant presque tout le mur derrière le bureau. Et sur cette photographie, il y avait une jeune femme aux cheveux châtain clair flottant doucement dans le vent, avec le sourire le plus éclatant que l'on puisse avoir au monde, avec des yeux verts si lumineux qu'on aurait dit que la lumière du soleil y vivait. Elle portait une longue robe blanche, debout devant un vaste lac avec un coucher de soleil flamboyant derrière elle entraîné de rouge, d'orange et de violet. Le vent soulevait ses cheveux sur ses épaules, et elle souriait.
souriant à la personne qui prenait la photo, souriant comme si le monde entier était bon et que rien ne pouvait y être effrayant. Hope regarda la photographie et son cœur s'arrêta. Pas au sens figuré. Son cœur s'arrêta vraiment pendant un battement, puis se mit à battre si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle connaissait ce visage, elle connaissait ce sourire, elle connaissait ses yeux, elle voyait ce visage chaque matin en se réveillant. Elle voyait ce visage chaque soir avant de s'endormir. Elle tenait ce visage quand elle pleurait. Elle embrassait ce visage quand elle avait peur. C'était sa mère. La femme sur la photo était sa mère. Audrey, plus jeune, plus radieuse, plus belle que Hope, ne l'avait jamais vue. Car Hope n'avait connu sa mère qu'avec un visage fatigué et émacié, vendant des fleurs dans la rue. Mais c'était sa mère. Il n'y avait aucune erreur possible. Il ne pouvait y avoir aucune erreur. Hope se leva du fauteuil. Elle ne se souvenait plus de ce qu'il lui avait dit. Elle ne se souvenait plus qu'elle était censée rester assise. Elle ne se souvenait plus qu'elle était censée être sombre. Ses jambes bougèrent d'elles-mêmes comme tirées par un fil invisible à travers le salon, le long du couloir, jusqu'à ce qu'elle se tienne devant la porte entr'ouverte du bureau. Elle la poussa davantage et entra. Elle passa devant le grand bureau en bois et s'arrêta juste en face de la photographie. Elle dut pencher la tête en arrière, car elle était accrochée bien au-dessus d'elle. Elle se tenait là, petite et fragile devant l'énorme photographie, la tête levée, la bouche entr'ouverte, les yeux grands ouverts. Ses bras pendaient le long de son corps comme une enfant devant un miracle, ne sachant si le miracle était réel ou un rêve. « C'est ma mère », murmura-t-elle. Sa voix tremblait tellement qu'elle était presque inaudible, à peine plus qu'un souffle façonné en langage, si légère que la moindre brise aurait pu l'emporter. Mais Damon l'entendit. Il se tenait de l'autre côté du bureau, un portefeuille à la main qu'il venait de sortir du tiroir. Il entendit ce murmure et se retourna. Il vit Hope debout devant la photographie, la petite enfant devant le grand portrait. Et pour la première fois, il vit ce qu'il n'avait pas pleinement vu au portail, ce qu'il n'avait pas vraiment remarqué dans ce salon. Deux visages, le visage de la femme sur la photographie et le visage de l'enfant qui se tenait devant. Les mêmes traits, le même nez, la même forme de bouche, la même façon dont les yeux se plissaient légèrement quand l'émotion montait trop haut. Si semblable que c'en était presque effrayant, comme si cet enfant était une copie vivante plus petite de la femme sur la photo. Hope, dit Damon, et sa voix trembla sans le vouloir, quelque chose qui ne lui était jamais arrivé auparavant. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Hope se retourna et le regarda, ses yeux pleins de larmes, brillant sous la lampe de bureau, ses lèvres tremblantes. Et elle demanda, de la voix d'une enfant de 8 ans qui ne comprenait pas ce qui arrivait à son monde. « Monsieur, pourquoi y a-t-il une photo de ma mère dans votre maison? » Damon se figea. Le portefeuille glissa de sa main et tomba sur le bureau en bois avec un bruit sourd, mais il ne l'entendit pas. Il n'entendait plus rien. Dans ses oreilles, une seule phrase résonnait encore et encore. « Ma mère, ma mère. Qu'est-ce que tu viens de dire? » demanda-t-il, sa voix rauque et brute. « Cette photo, dit Hope, levant la main vers le mur. C'est ma mère. Le nom de ma mère est Audrey. Pourquoi avez-vous une photo de ma mère, Audrey? » Le nom résonna dans la pièce comme une cloche frappant le centre de la poitrine de Damon. Audrey, la femme qu'il avait cherchée pendant 9 longues années, la femme qui avait disparu en une seule nuit sans un au revoir, la femme pour laquelle il avait envoyé des gens à travers le pays et qu'il n'avait jamais trouvée, la femme dont il avait gardé la photo sur le mur de son bureau pendant 9 ans, la regardant chaque jour, parce qu'il refusait de croire qu'elle était morte. Il refusait de croire qu'elle l'avait oublié, refusait de croire aussi qu'elle ne reviendrait jamais. Et maintenant, cet enfant, cette petite fille vendant des fleurs, se tenait devant cette photo et appelait la femme qui s'y trouvait sa mère. Damon Kessler, le chef de la mafia craint par tout le monde du crime de Chicago. L'homme dont les ennemis se retournaient et fuyaient à sa vue, sentit ses genoux faiblir. Il leva une main pour couvrir sa bouche. Il détourna le visage. Ses épaules tremblèrent, son dos se courba et il pleura. Pas avec des sons, pas avec des sanglots, seulement avec des larmes glissant entre les doigts qui couvraient sa bouche. Tombant sur le sol en chaîne, une goutte à la fois. La pièce était silencieuse au point d'en être douloureuse.
Il n'y avait que le tic-tac régulier de l'horloge murale et la respiration saccadée et instable de l'homme le plus puissant de Chicago. Il se tenait le dos tourné à une enfant de 8 ans, pleurant sur un nom qu'il avait cru ne plus jamais entendre. Hope se tenait là, effrayée, confuse, incapable de comprendre ce qui se passait. Elle n'avait posé qu'une seule question. Pourquoi y a-t-il une photo de ma mère ici? Pourquoi cet homme pleure-t-il? À ce moment précis, au milieu de l'instant où Damon se tenait le dos tourné, essayant de ravaler le son de son propre chagrin, et où Hope se tenait tremblante devant la photo, incapable de comprendre, une voix de femme trancha l'air de la pièce comme une lame coupant de la soie. Que se passe-t-il ici? La voix était froide, pas froide comme la voix de Damon l'avait été au téléphone, froide d'une autre manière, froide comme de la glace qui avait gelé il y a longtemps, froide au point de ne plus avoir aucune possibilité de fondre. Hope se retourna d'un coup. Damon se retourna aussi, rapidement, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. Debout dans l'embrasure de la porte du bureau se tenait une femme. Elle était grande, rigide, droite comme un i, sans une seule courbe douce dans sa silhouette ou sur son visage. Ses cheveux blancs argentés étaient relevés en un chignon parfait, sans une seule mèche qui dépasse. Ses pommettes étaient saillantes et hautes. Ses yeux étaient étroits comme ceux d'un faucon. Ses lèvres formaient une ligne fine et droite. Elle portait du noir de la tête aux pieds, des vêtements chers jusqu'aux boutons et aux talons de ses chaussures. Le genre de chair qui n'a pas besoin de se montrer, car un seul regard suffisait pour savoir que personne n'oserait en demander le prix. C'était Constance Kessler, la mère de Damon, 64 ans, et son visage à ce moment-là ressemblait à une condamnation à mort. Ses yeux balayèrent la pièce en moins de 2 secondes, mais ces 2 secondes suffirent pour qu'elle voie tout. Elle vit Hope, la petite fille sale dans sa vieille robe, debout dans le bureau de son fils. Elle vit la photo sur le mur, la photo qu'elle connaissait très bien, la photo qu'elle avait voulu que Damon enlève il y a longtemps, mais il ne l'avait jamais fait. Elle vit les yeux rouges de Damon, le léger tremblement encore dans ses épaules, la main qui venait d'essuyer des larmes à la hâte. Et elle comprit instantanément, sans avoir besoin d'un mot d'explication. Son visage eut un très léger tressaillement, pas plus d'un dixième de seconde, assez bref pour que personne d'autre ne l'ait remarqué. Puis elle le maîtrisa à nouveau, le ramenant à sa froideur parfaite, comme si elle abaissait un masque de fer sur ses traits. Elle regarda Hope avec le genre d'yeux que les gens réservent à la vermine qui a trouvé son chemin dans la maison. « Qui est cet enfant sale? » demanda-t-elle, sa voix pas du tout élevée, mais chaque mot tranchant. « Pourquoi est-elle dans le bureau de mon fils? » Damon essaya de reprendre le contrôle de lui-même. « Mère, c'est... Je me fiche de qui elle est. » Constance le coupa, net et précis comme un coupe-papier. « Jetez-la dehors maintenant. » Hope recula d'un pas, son dos touchant presque le mur sous la photo. Elle regarda cette femme et l'instinct d'une enfant de 8 ans lui dit immédiatement que c'était quelqu'un de dangereux. Pas dangereux comme les gardes au portail l'avaient été quand ils lui avaient crié dessus. Dangereux d'une autre manière, une manière réelle. Le genre qu'elle pouvait sentir dans ses os et sa peau, et dans la façon dont la femme se tenait, la façon dont elle regardait, la façon dont elle prononçait chaque mot comme si elle comptait des balles avant de tirer. Constance entra dans la pièce, les yeux fixés sur Hope, puis les leva vers la photo, puis de nouveau sur Hope. Elle regarda le visage de l'enfant, et elle vit ce que Damon venait de voir. La ressemblance si forte qu'elle en eut presque la nausée. Mais elle ne le montra pas. Elle serra seulement légèrement la mâchoire, puis dit d'une voix si calme qu'elle en devint cruelle. « Cet enfant est une menteuse. » Elle a vu la photo sur le mur et a inventé une histoire. Elle veut vous soutirer de l'argent. Ne sois pas idiot, Damon. Je ne mens pas, cria Hope, les larmes commençant à couler. C'est vraiment ma mère. Ma mère s'appelle Audrey. Je n'arnaque personne. Tais-toi. Constance claqua. Elle ne cria pas. Elle claqua. Bref, sec, froid, comme le claquement d'un fouet dans l'air. Hope se recroquevilla sur elle-même. Puis Constance s'avança et saisit le bras de Hope. Sa main était sèche, osseuse, dure, et elle serra si fort que Hope grimaça de douleur. Elle traîna Hope hors du bureau. « Mère, arrête !» dit Damon les suivant. Mais Constance n'écouta pas. Elle tira Hope le long du couloir à travers le salon, se déplaçant rapidement et avec une détermination absolue.
chaque pas de ses chaussures frappant le sol en marbre comme des clous qu'on enfonce. Hope fut traînée, ses pieds raclant le sol, se débattant de son mieux, mais la prise de la femme était trop forte. Madame, je ne mens pas, c'est vraiment ma mère, sanglota Hope. Constance ne se retourna pas. Elle ne la regarda pas. Elle ne répondit pas. Elle poussa la porte d'entrée, tira Hope en bas des marches, à travers l'allée de gravier blanc et vers le portail. Damon courut après elle, mais Constance cria avant qu'il ne puisse s'approcher. « Jetez cette fille dehors !» ordonna-t-elle aux deux gardes près de l'entrée. « Immédiatement, et si je la revois ici, vous perdez tous les deux votre travail. » Les gardes se précipitèrent. Le plus âgé attrapa un des bras de Hope. Le plus jeune saisit l'autre. Ils la traînèrent vers le portail si rapidement que ses pieds touchèrent à peine le sol. « S'il vous plaît, monsieur, je n'ai rien fait de mal. Je ne faisais que vendre des fleurs. Je n'ai posé qu'une seule question, » cria Hope, se débattant, sanglotant, appelant, mais le portail était déjà ouvert. Les gardes la poussèrent dehors. Hope trébucha sur la marche au-delà du portail et tomba lourdement sur le trottoir. Ses deux genoux heurtèrent le sol en même temps, la peau se déchirant, le sang montant immédiatement, rouge vif sur le béton gris. Le seau de fleurs que Hope avait porté depuis la maison, qu'elle avait tenu à travers tant de portails claqués, qu'elle avait serré à travers tant d'insultes, s'envola de ses mains, se renversa et se répandit partout. Des pétales de roses rouges tombèrent sur le gravier blanc. Des marguerites jaunes atterrirent face contre terre sur le pavé. De la lavande violette roula sous le portail en fer. Les fleurs que sa mère avait coupées, taillées et empaquetées si soigneusement avant que la maladie ne la rende trop faible pour se tenir debout, gisaient maintenant éparpillées sur le sol comme des rêves brisés. Le portail en fer noir se referma derrière Hope. Le son du métal frappant le métal résonna une dernière fois, lourd et final, comme le son d'une porte se fermant pour toujours. Hope était assise sur le trottoir. Ses genoux saignaient, des fleurs étaient éparpillées autour d'elle. L'argent était toujours dans la poche de sa robe, mais son cœur était brisé. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle n'avait posé qu'une seule question. Une seule. Pourquoi y a-t-il une photo de ma mère dans votre maison? Elle s'assit là et pleura. Vraiment pleura. Pour la première fois de la journée, elle pleura sans pouvoir s'arrêter. Les larmes coulèrent sur ses joues poussiéreuses et tombèrent sur ses genoux en sang, rouge et clair, se mélangeant. Elle pleurait parce que ça faisait mal, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle ne comprenait pas, parce que le monde des adultes était trop cruel pour une enfant de 8 ans qui voulait seulement sauver sa mère. Mais ensuite, elle s'arrêta. Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main sale. Elle prit une profonde inspiration, tremblante, brisée, inégale. Elle regarda les fleurs éparpillées sur le sol, se pencha et ramassa celles qui n'étaient pas écrasées, celles qui pouvaient encore être sauvées, et les remit dans le seau. Elle se leva, boitant maintenant car ses genoux lui faisaient mal. Elle regarda au loin, vers la clinique, vers l'endroit où sa mère attendait. « Ma mère attend », murmura-t-elle. Puis elle souleva le seau, maintenant à moitié vide, tourna le dos au portail en fer noir et s'éloigna, boitant, lentement, mais sans s'arrêter. Le temps que Hope retourne à la clinique, la nuit était complètement tombée. Les faibles lampadaires jaunes projetaient sa longue ombre sur le trottoir fissuré. Une minuscule ombre boitillante traînant un seau de fleurs presque vide. Ses jambes lui faisaient si mal que chaque pas l'obligeait à serrer les dents. Son genou gauche avait enflé et le sang avait séché en une croûte brune foncée sur sa peau. Mais chaque fois qu'elle le pliait, la croûte se fendait et du sang frais suintait à nouveau. Ses bras étaient endoloris. Ses épaules lui faisaient mal. Ses doigts s'étaient raidis à force de serrer la poignée du seau toute la journée. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle entra directement par les portes de la clinique, descendit le couloir inondé de lumière blanche et froide, et se dirigea vers le bureau d'accueil où une infirmière était assise à écrire des notes. Hope posa le seau sur le sol, plongea la main dans la poche de sa robe, sortit la liasse de billets froissés et la posa sur le comptoir. « Madame, c'est de l'argent de l'hôpital pour ma mère. Le nom de ma mère est Audrey Sinclair. » L'infirmière regarda Hope, regarda le genou qui saignait encore, regarda la robe déchirée et sale, puis regarda l'argent. Elle compta lentement, un billet à la fois, lissant chacun,
les empilant soigneusement. Puis elle leva les yeux et secoua la tête. 340 $. Il vous manque encore 160 $. Ma puce, ce n'est pas assez. Hope le savait. Elle l'avait compté et recompté sur le chemin du retour. Elle savait exactement combien il manquait. Mais entendre quelqu'un d'autre dire ce chiffre à voix haute lui fit encore une douleur aiguë dans la poitrine. « Madame, s'il vous plaît, prenez juste ça pour l'instant, » dit Hope, sa voix rauque et enrouée car elle n'avait pas bu d'eau de la journée. « J'apporterai le reste demain matin. Je promets que je gagnerai assez. S'il vous plaît, n'arrêtez pas de soigner ma mère. » L'infirmière la regarda. Elle n'était pas cruelle. Elle était seulement quelqu'un qui travaillait pour vivre dans une clinique sous-financée. Le genre d'endroit où chaque jour elle devait assister à des histoires comme celle-ci plus souvent qu'elle ne le voulait. Elle soupira, baissa les yeux sur l'argent, puis de nouveau sur l'enfant de 8 ans debout devant elle avec un genou en sang et des yeux rouges et gonflés qui ne pleuraient toujours pas. « D'accord, dit-elle doucement. Je vais prendre ça pour l'instant, mais demain matin avant 8 heures, vous devez apporter le reste. Si vous ne le faites pas, la clinique ne pourra pas garder votre mère ici. »« Oui, madame, merci. Merci beaucoup. » Hope baissa la tête, puis se tourna pour regarder l'horloge accrochée au mur derrière le bureau d'accueil. 8 heures du soir, il restait 12 heures. Elle ramassa le seau de fleurs et courut dans le couloir vers la chambre de sa mère, boitant beaucoup, mais se forçant quand même à courir. Quand elle poussa la porte de la chambre, elle s'arrêta. Sa mère était réveillée. Audrey était assise, appuyée contre les oreillers, faible, le visage toujours pâle, les lèvres toujours sèches. Une main tremblait légèrement sur le drap, mais ses yeux étaient ouverts. Et ses yeux s'illuminèrent à l'instant où elle vit Hope debout dans l'embrasure de la porte. Hope appela Audrey, sa voix rauque et faible mais chaleureuse. « Où étais-tu toute la journée? » « J'étais si inquiète. » Hope resta dans l'embrasure de la porte pendant 1 seconde exactement, puis courut vers le lit et se jeta dans les bras de sa mère. Le seau de fleurs tomba de nouveau sur le sol, mais cette fois, elle s'en fichait. Elle serra sa mère si fort qu'Audrey eut une légère toux de douleur, mais elle ne la repoussa pas. Audrey serra sa fille en retour, une main tremblante caressant les cheveux emmêlés et couverts de poussière de Hope. Et elles restèrent ainsi dans la petite chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant, sous la lumière blanche et pâle, sans rien dire. Puis Audrey repoussa doucement Hope et posa ses 2 mains sur ses épaules, la regardant de haut en bas. Les yeux d'Audrey s'arrêtèrent sur la robe déchirée, sur la saleté sur tout son corps, puis s'attardèrent plus longtemps sur le genou gauche de Hope, où le sang séché et le sang frais étaient mélangés sur la peau. « Hope, » dit Audrey, sa voix commençant à trembler. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi ton genou saigne-t-il? Pourquoi ta robe est-elle déchirée? » Hope s'assit sur le bord du lit, prit une profonde inspiration et commença à tout raconter. Elle raconta lentement, depuis le début. Elle raconta à sa mère comment elle était rentrée à la maison et avait pris le seau de fleurs que sa mère avait déjà préparé. Elle raconta comment elle avait marché près d'1 heure jusqu'à Gold Coast. Elle parla du premier garde qui lui avait crié dessus et menacé d'appeler la police. Elle parla de la femme riche qui l'avait traitée de sale. Elle parla du gentil jeune homme qui lui avait donné 50 $ en disant « Garde-le et achète-toi quelque chose à manger. » Elle parla des portails qui s'ouvraient puis se fermaient, des visages qui montraient de la pitié puis du mépris, de l'argent qu'elle comptait encore et encore sous l'arbre. Audrey était allongée, écoutant, des larmes coulant silencieusement sur ses joues pâles. Elle n'interrompit pas sa fille. Elle la laissa toute raconter. À chaque phrase que Hope prononçait, le cœur d'Audrey se brisait un peu plus, car elle savait que sa fille avait 8 ans et n'aurait jamais dû endurer tout cela. Puis Hope arriva à la dernière partie. Et puis j'ai vu le plus grand manoir au bout de la rue. Maman, c'était immense, un portail en fer noir, des caméras partout. Les gardes ne voulaient pas me laisser entrer. Et ils me traînaient. Mais alors un homme est sorti. Il était grand, avec des yeux gris, et il portait un costume noir. Les gardes l'appelaient Damon Kessler. Quand Audrey entendit ce nom, sa main se crispa sur le drap, mais Hope ne le remarqua pas. Elle continua. Il m'a laissé entrer dans la maison. Maman, il m'a demandé quel âge j'avais et pourquoi je vendais des fleurs. Je lui ai parlé de toi. Il a dit qu'il allait m'aider. Hope marqua une pause d'1 seconde.
Puis elle regarda sa mère, ses yeux clairs et grands, et sa voix baissa jusqu'à un murmure. Mais maman, pendant que j'attendais, j'ai vu une photo dans son bureau. C'était une très grande photo accrochée au mur. Audrey cessa de respirer. Maman, dit Hope, la voix tremblante, c'était une photo de toi. Tu portais une robe blanche, debout devant un immense lac au coucher du soleil. Tu souriais. Tu étais si belle. Audrey ne dit rien. Maman, demanda Hope, ses yeux regardant droit dans ceux de sa mère. Pourquoi y a-t-il une photo de toi dans la maison de cet homme? Audrey ne répondit pas, non pas parce qu'elle n'avait pas entendu la question de sa fille, mais parce que cette question frappait l'endroit le plus profond, le plus sombre, le plus douloureux de sa poitrine. L'endroit qu'elle avait passé 9 ans à enterrer et à prétendre qu'il n'existait pas. Le visage d'Audrey passa de pâle à complètement blanc, plus blanc que le drap, plus blanc qu'elle ne l'avait été même lorsqu'elle s'était effondrée de maladie. Comme si tout le sang de son corps s'était vidé en une seule seconde. Ses mains se mirent à trembler. Pas un léger tremblement, un tremblement violent, assez fort pour que le drap se froisse sous les doigts qui le serraient. Puis elle leva ses 2 mains pour couvrir sa bouche, et un sanglot brisé s'échappa entre ses doigts. Ce n'était pas le son ordinaire des pleurs. C'était le cri de quelqu'un qui venait d'être poignardé en plein cœur d'une vieille blessure qu'il pensait guérie. « Non !» murmura Audrey à travers ses larmes. « Non, 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 non !» Hope paniqua. Elle n'avait jamais vu sa mère comme ça. Sa mère avait pleuré avant. Oui, pleurer doucement la nuit quand elle pensait que Hope dormait. Pleurer quand elle comptait l'argent à la fin du mois et que ce n'était pas assez pour payer le loyer. Pleurer quand elle était trop malade et qu'ils n'avaient pas d'argent pour les médicaments. Mais jamais comme ça. Jamais de cette façon. Avec tout son corps tremblant, ses yeux grands ouverts de terreur, comme si elle venait de voir la chose la plus horrible du monde se dresser devant elle. « Maman, » dit Hope, et maintenant, sa propre voix commençait à trembler aussi. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal? »« Je vais appeler le docteur. »« Non. » Audrey attrapa la main de Hope et la serra si fort que l'enfant grimaça. Les yeux d'Audrey se fixèrent sur ceux de sa fille, cerclés de rouge et frénétiques. Et dedans, Hope vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez sa mère auparavant. La peur. La vraie peur. « Hope. Écoute-moi, dit Audrey, sa voix tremblante mais urgente. Nous devons partir ce soir. Tout de suite, nous devons quitter Chicago. Nous devons aller loin, quelque part où ils ne nous trouveront jamais. Partir? Balbutia Hope. Mais tu es malade. Le docteur a dit que tu avais besoin de traitement. Tu n'as toujours pas... Je me fiche de ce que le docteur a dit. Audrey la coupa, sa voix devenant aiguë et stridente de panique. J'ai besoin que tu sois en vie, tu comprends? J'ai besoin que tu sois en sécurité. Rien n'est plus important que ça. Hope fixa sa mère, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit d'abord. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait rien de tout ça. Il y a quelques minutes à peine, elle avait posé des questions sur la photo, sur la raison pour laquelle sa mère était sur le mur de la maison d'un étranger. Et maintenant, sa mère pleurait, tremblait, disant qu'elle devait fuir la ville au milieu de la nuit. « Qui sont-ils, maman? » demanda Hope, sa voix plus petite maintenant. « Tu as dit qu'ils ne peuvent pas nous trouver. Qui sont-ils? Tu me fais peur. » Audrey regarda sa fille, regarda ce petit visage plein de peur parce qu'elle ne comprenait rien. Regarda ses yeux clairs, implorant une explication. Et Audrey sut qu'elle ne pouvait pas continuer à fuir pour toujours. Non pas parce que son corps était trop faible, mais parce que sa fille méritait la vérité. Elle avait menti à son enfant pendant 8 ans. 8 ans à dire « Ton père est mort ». 8 ans à tout cacher. Et maintenant, après que Hope soit entrée par accident dans cette maison même, ait vu cette photo même, ait rencontré cet homme même, le mensonge ne pouvait plus tenir. Audrey lâcha la main de Hope et leva une main pour essuyer ses larmes. Mais les larmes continuaient de tomber trop vite pour être essuyées. Elle prit une profonde inspiration, tremblante et brisée, puis regarda droit dans les yeux de sa fille. « Hope, dit-elle, sa voix si étranglée que chaque mot devait être forcé. L'homme que tu as rencontré aujourd'hui, l'homme dans ce manoir, Damon Kessler. » Elle s'arrêta, déglutit difficilement, des larmes glissant au coin de sa bouche. « C'est ton père. » Le monde de Hope s'arrêta, pas lentement, d'un seul coup, comme si quelqu'un avait arraché la prise du mur et que toutes les lumières s'étaient éteintes en même temps. Elle ne cligna pas des yeux.
Elle ne respira pas, elle ne bougea pas, elle fixa seulement sa mère. Les lèvres entr'ouvertes, comme si la phrase qu'elle venait d'entendre appartenait à une autre planète, une autre langue qu'elle ne pouvait pas se traduire. Puis lentement, très lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve, elle parla. Quoi? Sa voix était si petite qu'elle était à peine audible. C'est ton père, Hope. Mais, dit Hope, et sa voix se brisa au milieu du mot. Mais tu as dit que mon père était mort. Tu as toujours dit qu'il était mort avant ma naissance. Audrey sanglota de nouveau. Tout son corps tremblait sur le lit étroit de la clinique. J'ai menti, murmura-t-elle, sa voix pleine d'une douleur si vive qu'on aurait dit qu'elle se déchirait de l'intérieur. Je t'ai menti. Pendant 8 ans, j'ai dû te mentir pour te protéger. Hope fixa sa mère, les yeux grands ouverts, les larmes commençant à s'accumuler mais pas encore essuyées. Me protéger de quoi? Demanda-t-elle. De qui? Audrey regarda sa fille. Elle savait que le moment était venu. 9 ans de silence, 9 ans de mensonges, 9 ans à vivre dans la peur. Ce soir, dans cette petite chambre d'hôpital, sous la lumière blanche et pâle, avec l'horloge murale égrenant les secondes, la vérité devait être dite. Audrey prit les 2 mains de sa fille et les serra fort. Comme si elle craignait que si elle lâchait prise, Hope disparaîtrait comme Audrey elle-même avait disparu de la vie de Damon 9 ans auparavant. « Assieds-toi ici, ma chérie, » dit Audrey, sa voix un peu plus stable maintenant. Bien que cette stabilité soit aussi fragile qu'une fine couche de glace sur un lac, prête à se briser au moindre pas. Je dois te raconter une histoire que j'aurais dû te raconter il y a très longtemps. Audrey prit une profonde inspiration, ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Son regard se perdit au loin, à travers le mur de l'hôpital, à travers le temps lui-même, jusqu'à 9 ans plus tôt. Là où tout avait commencé et où tout s'était aussi terminé. Il y a 9 ans, commença-t-elle, sa voix douce et lente, comme si parler trop vite rendrait les souvenirs plus douloureux. J'avais 18 ans. Je n'avais personne au monde, Hope. Pas de père, pas de mère, pas de frères ou sœurs, pas de parents. J'étais orpheline. J'ai grandi en famille d'accueil. Je suis venu au monde seul et j'ai vécu seul. J'ai seulement terminé le lycée, puis je suis allé travailler. J'ai trouvé un emploi de barmaid dans un bar d'un hôtel de luxe du centre de Chicago. L'hôtel était énorme, magnifique. Des gens riches y venaient tout le temps. J'étais heureuse d'avoir un travail, un salaire, de pouvoir louer une chambre, d'économiser un peu d'argent et peut-être un jour de retourner à l'école. Audrey marqua une pause d'1 seconde et un petit sourire apparut sur ses lèvres, frêle comme un pétale de fleur sur le point de tomber, mais il était réel, le sourire de quelqu'un se souvenant du plus beau moment de sa vie. Puis un soir, un homme est entré dans le bar. Il était grand, beau, 27 ans, des yeux gris, des cheveux noirs, un costume noir. Un seul regard sur lui et on savait qu'il était riche. On savait qu'il était puissant. On savait qu'il appartenait à un monde dans lequel je n'aurais jamais osé entrer. Mais il était différent. Hope, différent de tous les hommes riches que j'avais jamais servis. La plupart d'entre eux me regardaient comme on regarde un objet, comme si je n'étais rien de plus qu'une machine à verser des boissons. Mais lui, il m'a regardé et a souri. Il m'a demandé mon nom. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée. Il m'a demandé comme si j'étais une personne, pas une servante. « C'est mon père, maman ?» demanda doucement Hope. « Oui, dit Audrey en hochant la tête. C'était Damon, ton père. » Audrey continua. « Damon a commencé à venir au bar plus souvent. Chaque fois qu'il venait, il s'arrêtait au comptoir et me parlait. Il me posait des questions sur mes rêves, sur ma famille, sur ma vie. Je lui ai tout dit honnêtement, que j'étais orpheline, que je n'avais personne, que je travaillais simplement pour survivre et que j'espérais un jour retourner à l'école. Il ne m'a pas regardé avec pitié comme les autres. Il m'a regardé avec respect, avec une chaleur que je n'avais jamais reçue de personne auparavant. Puis nous avons commencé à nous voir en dehors de l'hôtel. Il m'a emmené dans des restaurants que je n'avais vus que dans les films. Il m'a emmené sur les rives du lac Michigan au coucher du soleil, où le soleil s'enfonçait derrière l'eau et le ciel brûlait de rouge, d'orange et de violet. C'est là, au bord du lac, avec le vent soulevant ses cheveux, qu'il a levé son appareil photo et a pris cette photo. La photo que tu as vue accrochée à son mur. Audrey sourit à travers ses larmes en se souvenant de ce moment. Puis un jour, il m'a dit 4 mots que je n'avais jamais entendus de personne auparavant. Audrey continua et sa voix s'adoucit.
Il a dit, Audrey, je me fiche d'où tu viens, si tu as une famille ou non, si tu as un diplôme ou non. Je t'aime parce que tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Hope écoutait, les yeux grands ouverts, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, sans même qu'elle s'en aperçoive. Tu l'aimais vraiment, maman? Demanda-t-elle dans un murmure. Audrey regarda sa fille, un sourire triste sur les lèvres. Énormément, ma chérie, plus que tout au monde, sauf toi. Tu es la seule chose que j'ai aimée davantage. Hope ne dit rien. Elle ravala ses larmes. Audrey continua. Nous avons été amoureux pendant presque 1 an. C'était l'année la plus heureuse de ma vie. Puis un jour, j'ai commencé à avoir des nausées, des vertiges, à être épuisé. Je suis allé chez le médecin et le médecin m'a dit que j'étais enceinte. J'étais terrifié. Terrifié. 18 ans, orpheline sans rien à son nom et enceinte. Mais quand je l'ai dit à Damon, il n'a pas eu peur. Il était heureux. Si heureux qu'il m'a soulevé du sol, m'a fait tourner et a ri plus fort que je ne l'avais jamais entendu rire. Il a dit, Audrey, c'est la meilleure nouvelle de ma vie. Nous allons être une famille. Puis Damon a dit qu'il voulait me présenter à sa mère. Il voulait lui parler du bébé, de leur projet de mariage. J'étais inquiète. Je savais que sa mère était une femme puissante, mais Damon n'arrêtait pas de dire « Ne t'inquiète pas, ma mère t'aimera comme je t'aime. » Mais elle ne m'a pas aimé, dit Audrey. Et soudain, sa voix passa de douce à amère. Le jour où Damon a emmené Audrey rencontrer sa mère, Constance l'a toisée de haut en bas avec des yeux qu'Audrey n'oublierait jamais. Il n'y avait aucune trace de chaleur dans ses yeux, aucune trace de curiosité, seulement du calcul, du jugement et du mépris. Elle a demandé d'où venait Audrey. Audrey a dit qu'elle était orpheline. Elle a demandé ce que faisaient les parents d'Audrey. Audrey a dit qu'ils étaient morts. Elle a demandé si Audrey avait un diplôme universitaire. Audrey a dit qu'elle avait seulement terminé le lycée. Elle a demandé ce qu'Audrey faisait comme travail. Audrey a dit qu'elle était barmaid à l'hôtel. Puis Constance a ri, un rire froid, bref, sec. Alors vous vous attendez à ce que j'accepte une fille orpheline sans diplôme, sans famille, sans pedigree, servant des verres dans un hôtel, comme épouse de mon fils, l'héritier de la famille Kessler? Damon est devenu furieux. Il a dit « Mère, je l'aime. Je l'épouserai que vous soyez d'accord ou non. » Constance est restée silencieuse un moment, puis elle a souri, le sourire le plus froid qu'Audrey ait jamais vu sur un visage humain. « Très bien, Damon. Si c'est ce que tu veux, je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. » Damon était fou de joie. Il pensait que sa mère avait accepté, mais Audrey ne l'a pas cru. Audrey a regardé droit dans les yeux de Constance au moment exact où elle a dit ces mots. Et elle l'a vu. Elle a vu quelque chose de caché derrière ce sourire. Quelque chose de sombre, de dangereux, comme un serpent enroulé et attendant. « Elle te détestait ?» demanda Hope, la voix tremblante. Audrey regarda sa fille. « Dès la première seconde, ma chérie. Dès la première seconde où elle a posé les yeux sur moi. » Audrey resserra sa prise sur les mains de Hope, comme si elle lâchait, sa fille serait entraînée dans les ténèbres. Sa voix baissa, presque jusqu'à un murmure, car la partie suivante de l'histoire était celle qu'elle n'avait jamais racontée à personne, celle qu'elle avait enterrée le plus profondément, celle qui faisait le plus mal. Cette nuit-là, dit Audrey, après que Damon m'ait ramené dans ma petite chambre louée, je suis allée me coucher. J'étais si heureuse parce que je pensais que tout allait bien se passer, parce que Damon avait dit que sa mère était d'accord. Mais vers minuit, on a frappé à la porte. Audrey déglutit difficilement. Sa gorge se serra comme si une main invisible se resserrait autour d'elle. J'ai ouvert la porte et dehors, dans le couloir sombre, se tenait Constance, seule. Pas de chauffeur, pas de garde du corps, juste elle, debout là, vêtue de noir de la tête aux pieds, me regardant avec les yeux de quelqu'un qui regarde un animal sur le point d'être abattu. Hope serra plus fort la main de sa mère. Elle sentit son propre estomac se nouer. Elle est entrée dans ma chambre sans demander la permission. Audrey continua. Elle a regardé la chambre, le vieux lit, les quelques vêtements accrochés au mur, la petite cuisinière dans le coin, et elle a tout regardé avec dégoût, comme si le simple fait de se tenir dans cette pièce l'avait souillée. Puis Constance s'est tournée vers Audrey et elle a parlé. « Écoutez attentivement, » répéta Audrey, la voix tremblante, mais chaque mot clair car elle se souvenait de chacun d'eux. S'en souvenait d'une manière qui ne la quitterait jamais tant qu'elle vivrait.
Éloignez-vous de mon fils, disparaissez immédiatement. Si vous ne partez pas, je tuerai l'enfant dans votre ventre. Et si vous pensez que je plaisante, mettez-moi à l'épreuve. La famille Kessler a déjà fait disparaître des gens sans que personne ne le sache. Vous ne seriez pas la première et vous ne seriez pas la dernière. Hope couvrit sa bouche, ses yeux grands ouverts d'horreur. Je lui ai dit que j'aimais Damon, continua Audrey, des larmes coulant sur son visage. Je lui ai dit que je n'étais pas avec lui pour l'argent. Je lui ai dit que je l'aimais vraiment, mais Constance n'a pas écouté. Elle s'est approchée de moi, assez près pour que je puisse sentir le parfum cher qu'elle portait. Et puis elle a dit plus. Mais cette fois, sa voix était différente. Plus simplement froide, amère, blessée, comme si elle parlait d'une blessure si vieille qu'elle n'avait jamais guéri. Mon mari, a-t-elle dit. Le père de Damon a autrefois aimé une femme extérieure à notre monde aussi. Une autre fille pâle et jolie avec des mots doux et des promesses d'amour. Et cette fille a failli tout détruire. Elle a failli prendre la fortune des Kessler. Elle a failli mener cette famille à la ruine. J'ai dû utiliser toutes les méthodes disponibles pour sauver cette dynastie, et je ne permettrai jamais que cela se reproduise. Jamais. Audrey a regardé dans les yeux de Constance au moment même où elle a dit ces mots. Et Audrey a compris. Elle a compris que Constance n'était pas simplement une femme cruelle. C'était une femme dévorée par la peur. La peur de perdre le contrôle. La peur d'être trahie à nouveau. Une peur qui avait vécu en elle pendant des décennies jusqu'à ce qu'elle la transforme en quelque chose de monstrueux. Mais comprendre ne rendait pas Audrey moins effrayée. Elle a regardé dans ses yeux et a su avec le plus profond instinct de survie de son corps, que ce n'était pas une menace en l'air. Les Kessler étaient la mafia. Ils avaient le pouvoir, l'argent, des hommes qui obéissaient. Ils pouvaient vraiment faire disparaître une fille orpheline de 18 ans. Et personne au monde ne demanderait jamais pourquoi. Elle voulait me tuer, demanda Hope, sa voix se brisant, des larmes trempant la couverture de l'hôpital. Audrey prit sa fille dans ses bras et la serra fort, une main caressant ses cheveux, ses lèvres pressées sur le sommet de la tête de l'enfant. « Je ne l'aurais pas laissé faire, » murmura Audrey. « Je ne laisserai jamais personne te toucher. Alors je vais te raconter le reste. » Cette nuit-là, après le départ de Constance, je ne me suis pas rendormi. Je me suis assise sur le lit, les deux mains posées sur mon ventre où tu grandissais, et j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré parce que j'avais peur pour moi. J'ai pleuré parce que j'avais peur pour l'enfant à naître. Puis je me suis levé. J'ai pris le seul vieux sac à dos que je possédais et j'y ai fourré quelques vêtements, le peu d'argent que j'avais économisé et mes papiers d'identité. Je n'ai pas appelé Damon. Je n'ai pas écrit de lettres. Je n'ai pas envoyé de message. Pas un mot d'adieu, car je savais que si je lui disais, il essaierait de m'empêcher de partir. Il essaierait de s'opposer à sa mère, et à cette époque, il n'avait que 27 ans. Encore jeune, encore lié à elle d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement. Constance les aurait écrasés tous les deux, ou pire, j'aurais fait tuer le bébé avant même qu'il ait la chance de naître. Alors j'ai choisi de disparaître. Je suis allé dans une petite ville en dehors de Chicago, j'ai loué la chambre la moins chère que j'ai pu trouver, j'ai vécu de presque rien, et je t'ai mise au monde seul dans une petite clinique. Pas d'amis, pas de famille, pas de Damon, seulement moi et un nouveau-né dans mes bras. 2 ans plus tard, je suis retourné à Chicago parce que je pensais que suffisamment de temps s'était écoulé. Assez de distance, assez de silence, assez pour que nous oublions. J'ai changé notre nom de famille en Sinclair. Je suis resté loin de Gold Coast. J'ai vendu des fleurs dans la rue pour survivre. Et je t'ai dit que ton père était mort avant ta naissance. Audrey regarda sa fille, ses 2 mains encadrant le petit visage de Hope, trempé de larmes. « Je t'ai choisi, Hope, » dit Audrey, sa voix brisée mais stable. « J'ai choisi ta vie plutôt que mon amour. J'ai choisi la pauvreté plutôt que de te laisser en danger. J'ai choisi de mentir plutôt que de te laisser connaître la vérité et être retrouvée. » Audrey s'arrêta et prit une inspiration tremblante. « Et maintenant, ma chérie, ils t'ont vu. Elle a vu ton visage. Elle n'arrêtera pas. C'est pourquoi nous devons partir ce soir, avant qu'ils ne viennent ici. » Audrey n'avait même pas fini de raconter l'histoire qu'elle essayait déjà de se lever. Sa main agrippant la barre latérale du lit, ses pieds tremblants touchant le sol froid. Elle tira Hope avec elle,
sa voix urgente et paniquée. Lève-toi, ma chérie. Prends tes affaires. Nous devons partir maintenant. Tout de suite. Mais avant qu'elle ne puisse se lever complètement, des pas résonnèrent dans le couloir. Pas les pas d'une infirmière, pas les pas d'un médecin. C'étaient des pas lourds, décidés, rapides, urgents. Les pas de quelqu'un qui avait couru une grande distance pendant très longtemps et qui avait enfin atteint l'endroit qu'il devait trouver. Puis la porte de la chambre de l'hôpital s'ouvrit et Damon Kessler se tenait là. Il ne ressemblait plus à l'homme que Hope avait rencontré cet après-midi. Son costume noir parfait était maintenant froissé, le bouton supérieur de sa chemise blanche défait, sa cravate disparue en cours de route. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé les mains 100 fois. Et ses yeux gris froids comme l'acier, étaient maintenant rouges et gonflés, comme les yeux d'un homme qui avait pleuré pendant des heures et ne pouvait toujours pas s'arrêter. Derrière lui, à quelques pas dans le couloir, se tenait Briggs, son garde du corps en chef. Massif, sans expression, immobile comme un mur. Et derrière Briggs se trouvait le docteur Warren, tiré de son sommeil au milieu de la nuit. Son visage était lourd de fatigue et d'inquiétude. Damon ne regarda personne d'autre. Ses yeux étaient fixés uniquement sur Audrey, uniquement sur elle. La femme debout à côté du lit d'hôpital, une main agrippant la barre, son visage blême, ses yeux pleins d'horreur, ses lèvres tremblantes. 9 ans. Pendant 9 ans, il l'avait cherchée. Pendant 9 ans, il avait envoyé des hommes à travers le pays. Pendant 9 ans, il avait regardé la photo sur son mur chaque jour et s'était demandé si elle était vivante ou morte. Et maintenant, elle était là, dans une clinique bon marché de la banlieue de Chicago. Mince, pâle, gravement malade, mais vivante. Elle était vivante. Audrey, dit-il, juste un mot. Mais toutes les 9 années de souffrance, toutes les 9 années de recherche, toutes les 9 années d'insomnie et de désir étaient dans ce seul nom. Sa voix se brisa. C'est vraiment toi. Audrey recula jusqu'à ce que son corps heurte le cadre du lit. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. La peur exacte avec laquelle elle avait vécu pendant 9 ans se tenait maintenant devant elle sous forme humaine. « Damon, tu dois partir, dit-elle, sa voix aiguë de terreur. Tu dois partir tout de suite, ne reste pas ici. S'il te plaît, pars. » Damon entra dans sa pièce, chaque pas lourd. « Audrey, je te cherche depuis 9 ans. » 9 ans? As-tu la moindre idée de ce que ces 9 années m'ont fait? Combien de nuits je suis resté éveillé à regarder cette photo sur le mur en me demandant où tu étais? Combien de fois j'ai envoyé des gens chercher Death on West et n'ai trouvé aucune trace de toi? Tu as disparu, Audrey. Tu as disparu comme si tu n'avais jamais existé dans ce monde. Damon, s'il te plaît, dit Audrey, des larmes coulant sur son visage. Pars pour Hope, pour notre fille. Damon entendit les mots « notre fille » et ses pieds semblèrent cloués au sol. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration. Cette inspiration lui fit mal. Mal comme si on avalait du verre. « Non, dit-il en rouvrant les yeux, plus de fuite, plus de cachette, je dois comprendre. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi as-tu emmené ma fille? Pourquoi m'as-tu laissé vivre 9 ans en enfer sans savoir que j'avais un enfant? » Silence. Le bip régulier du moniteur dans la pièce, le tic-tac de l'horloge, la respiration laborieuse d'Audrey. Puis elle parla doucement, clairement, un mot à la fois, comme des gouttes de sang qui tombent. « Parce que ta mère a menacé de tuer notre enfant. » Damon se figea. Son corps entier se figea comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de la pièce et qu'il ne pouvait plus respirer. La chambre d'hôpital tomba dans un silence total. Même Briggs, debout dans le couloir, cessa de respirer. « Quoi? » murmura Damon. Audrey lui raconta tout. Elle lui parla de la nuit où Constance était devenue seule dans sa chambre vers minuit. La façon dont elle était entrée sans permission. La façon dont elle avait regardé la pauvre petite chambre avec dégoût. La façon dont elle avait dit « Je tuerai l'enfant dans ton ventre ». La façon dont elle avait dit que la famille Kessler avait déjà fait disparaître des gens. Chaque phrase, chaque mot, chaque détail. Le visage de Damon changea à chaque seconde qui passait. Le choc, puis la douleur, puis une douleur plus profonde. Le genre de douleur qui ne laisse aucune blessure sur la peau, mais qui déchire l'intérieur d'une personne. Puis la rage. Sa mâchoire se serra si fort que les tendons de son cou ressortirent. Ses 2 mains se crispèrent en un point si serré que ses jointures devinrent blanches.
Puis il se retourna et frappa du poing directement dans le mur de l'hôpital. Fort, de toutes ses forces, le fracas résonna dans le couloir. Le mur se fissura. De la poussière de plâtre tomba en une fine pluie. Du sang apparut sur sa main droite. La peau se fendit sur les jointures. Mais il ne le regarda pas. Il ne le sentit pas. La douleur dans sa poitrine était 1000 fois plus grande que n'importe quelle blessure physique. Qu'est-ce que ma mère a fait? Sa voix n'était pas une question. C'était un rugissement. Un rugissement coincé dans la gorge d'une bête blessée. Puis ses jambes cédèrent. Le plus puissant chef de la mafia de Chicago. L'homme craint par tout le monde du crime s'affaissa à côté du lit d'hôpital étroit et tomba à genoux sur le sol carrelé et froid, prenant la main d'Audrey dans les siennes. Audrey, dit-il, sa voix brisée par les pleurs, les rugissements et 9 ans de souffrance qui explosaient de lui d'un seul coup. Il y a 9 ans, j'étais jeune. J'étais faible. Je vivais encore dans son ombre. Mais ce n'est plus il y a 9 ans. J'ai mon propre empire maintenant, mon propre pouvoir, mes propres hommes. Et je jure sur tout ce que j'ai, sur ma propre vie, que je ne la laisserai plus jamais te toucher, ni Hope. Jamais. Puis il se leva, sortit son téléphone et composa un numéro. Briggs, dit-il, et sa voix redevint froide. Basse et finale. La voix du chef de la pègre. Transférez 10 000 $ à cette clinique tout de suite. Et je veux que le meilleur médecin de la ville vienne l'examiner. Je me fiche de ce que ça coûte. Je me fiche de l'heure qu'il est. Tout de suite. Briggs hocha la tête et retourna dans le couloir pour passer les appels. Le docteur Warren se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux grands ouverts, incapable de parler. Pendant tout ce qui venait de se passer, depuis le moment où la porte s'était ouverte jusqu'au moment où Damon avait frappé le mur, depuis le moment où Audrey avait pleuré la vérité, jusqu'au moment où Damon était tombé à genoux à côté du lit, il y avait une personne dans la pièce que personne n'avait vraiment remarqué. Hope. Elle se tenait dans le coin de la pièce, le dos pressé contre le mur à côté de la petite armoire à pharmacie. Elle était restée là depuis l'arrivée de Damon, se retirant de plus en plus dans le coin parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était submergée, parce que tout se passait trop vite et trop violemment pour qu'une enfant de 8 ans puisse comprendre. Elle se tenait là et regardait. Regardait sa mère pleurer, regardait l'homme qu'elle ne connaissait que comme le propriétaire du manoir quelques heures plus tôt et qu'elle savait maintenant être son père, rugir de douleur et frapper le mur. Regardait le sang monter sur sa main. Le regardait tomber à genoux à côté du lit de sa mère. L'entendait jurer sa promesse. L'entendait appeler pour faire transférer l'argent. Entendait sa voix se briser, puis devenir froide, puis se briser à nouveau. Et elle tremblait. Tremblait du début à la fin. Ses 2 mains agrippaient l'ourlet de sa vieille robe jusqu'à ce que le tissu soit froissé et écrasé. Son genou gauche blessé lui faisait encore mal, des larmes s'accumulant dans ses yeux sans tomber. Elle ne comprenait pas tout. Elle avait 8 ans. Elle ne comprenait pas ce que signifiait mafia. Elle ne comprenait pas ce que signifiait empire. Elle ne comprenait pas pourquoi les adultes devaient être si compliqués. Mais elle comprenait d'une chose. L'homme à genoux à côté du lit de sa mère. L'homme aux yeux rouges et gonflés et à la main en sang après avoir frappé le mur. L'homme qui venait de jurer qu'il la protégerait, elle et sa mère. Cet homme était son père. Son père n'était pas mort. Son père était vivant. Son père était là. La pièce redevint silencieuse. Damon était toujours à genoux à côté du lit, une main tenant celle d'Audrey, la tête baissée, les épaules tremblant légèrement. Audrey était allongée contre les oreillers, les yeux fermés, des larmes glissant dans ses cheveux. Le docteur Warren et Briggs étaient retournés dans le couloir et avaient presque fermé la porte, les laissant tous les 3 seuls dans la petite pièce. Le silence s'étira, si longtemps que le tic-tac de l'horloge semblait aussi fort qu'un marteau frappant du bois. Puis une voix s'éleva dans le calme, petite, plus petite qu'un murmure, petite comme un souffle ne portant que 2 syllabes. Papa. Damon se retourna si vite que c'était comme si une force invisible l'avait tiré par un fil. Tout son corps se tordit vers le coin de la pièce où se tenait Hope. Et il vit sa fille, la petite fille de 8 ans, mince et frêle, dans une vieille robe déchirée, avec du sang encore en croûte sur son genou. Elle se tenait dans le coin d'une chambre d'hôpital, les yeux rouges, des larmes coulant sur ses joues, le regardant avec une paire d'yeux qu'il reconnut immédiatement. Ses yeux gris, comme l'acier, comme les siens.
Ses yeux le regardaient et le mot papa résonnait dans son esprit encore et encore, chaque fois plus fort qu'avant, comme des vagues s'écrasant contre la pierre. Ce seul mot frappa Damon plus fort que n'importe quelle balle qu'il ait jamais reçue dans sa vie, plus fort que n'importe quel coup qu'il ait jamais enduré, plus fort que le poids de 9 années perdues rassemblées. Car c'était la première fois de ses 36 ans sur Terre que quelqu'un l'appelait papa. Damon Kessler, chef de la mafia. L'homme craint par tout le monde du crime de Chicago. L'homme que Briggs avait suivi pendant 10 ans sans jamais le voir pleurer une seule fois. Pleura. Il pleura devant sa fille. Des larmes coulèrent sur son visage dur et sculpté et tombèrent sur le carrelage de l'hôpital. Et il ne les essuya pas, ne les cacha pas, ne tourna pas la tête. « Tu es vraiment mon papa ?» demanda Hope, sa voix fragile et tremblante, remplie de doute et d'espoir à la fois. Damon s'approcha d'elle, puis s'agenouilla, là, sur le sol froid de l'hôpital, jusqu'à ce qu'il soit à sa hauteur. Pour qu'elle n'ait pas à lever la tête pour le regarder, pour qu'elle puisse le regarder droit dans les yeux. « Oui, ma chérie, dit-il, sa voix brisée, mais chaque mot solide comme la pierre. Je suis ton papa, et je suis désolé. Je suis désolé que pendant 8 ans tu n'aies pas eu de père. Je suis désolé que tu aies dû porter des fleurs dans les rues pour les vendre. Je suis désolé que tu aies dû frapper aux portes des étrangers et les supplier d'acheter des fleurs pour sauver ta mère. Je suis désolé que tu aies grandi sans savoir qui j'étais. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, je serai là. Je te le promets. » Hope le regarda longtemps. Regarda les yeux gris qui correspondaient aux yeux qu'elle voyait dans le miroir chaque matin. Regarda le nez droit, façonné comme le sien. Regarda les contours d'un visage dont elle n'avait jamais su qu'elle avait hérité de quelqu'un. Puis elle leva une petite main et toucha la joue de Damon. Sa main était douce et chaude et encore poussiéreuse de la route, touchant la rugosité froide du visage du chef de la mafia. « Tes yeux ressemblent aux miens, » dit-elle doucement. Damon sourit. Pour la première fois depuis très longtemps, il sourit pour de vrai. Un sourire perçant à travers les larmes, à travers 9 ans de perte. « Oui, mes yeux ressemblent aux tiens, parce que tu es ma fille. » « Ma fille. » Hope s'avança, enroula ses petits bras autour du cou de Damon et le serra fort. Damon la serra en retour, la serra avec les mêmes bras qu'il avait utilisés pour construire un empire, pour briser des murs, pour prendre le pouvoir. Mais maintenant, ses bras ne tenaient qu'une petite fille de 8 ans, et il tremblait. Sur le lit d'hôpital, Audrey regardait le père et la fille se serrer dans les bras, et elle pleurait. Pas des larmes de peur. Pour la première fois cette nuit-là, c'était autre chose. Et Damon ferma les yeux, pressa son visage dans les cheveux emmêlés de sa fille, et pour la première fois en 9 ans, il se sentit entier. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans une sorte de paix fragile. Tous trois savaient qu'elle pouvait se briser à tout moment, bien que personne ne le dise à voix haute. Damon s'arrangea pour qu'Audrey soit transférée dans une chambre privée de la clinique. La meilleure chambre de l'endroit, plus propre, avec un lit plus moelleux, avec une fenêtre donnant sur les érables le long de la route. Il venait tous les jours. Il ne manqua pas un seul jour. Chaque matin, il apportait de la nourriture chaude. Pas de la nourriture de l'hôpital, mais des repas préparés spécialement sur ses instructions. De la soupe au poulet, du porridge, du jus d'orange frais, le genre de choses qu'Audrey et Hope n'avaient jamais eues auparavant. Il apporta de nouveaux vêtements pour elles deux, de jolies robes pour Hope, des pulls chauds pour Audrey. Il apporta des carnets de croquis et des crayons de couleur pour Hope. Car dans une conversation, elle avait mentionné avec désinvolture qu'elle aimait dessiner mais n'avait jamais possédé un jeu complet de couleurs. Seulement quelques vieux crayons donnés par d'autres enfants. Le lendemain, Damon arriva avec une boîte de 64 crayons de couleur, toutes les nuances que Hope n'avait jamais vues en un seul endroit. Elle serra la boîte dans ses bras et dessina tout l'après-midi, les yeux brillants. Et Damon s'assit à côté d'elle, regardant sa fille dessiner sans dire un mot, simplement regardant, comme s'il essayait de mémoriser chaque instant pour rattraper les 8 années où il n'avait pas été autorisé à la voir. Tous les trois commencèrent à s'apprendre lentement, prudemment, comme 3 étrangers qui s'étaient trouvés au milieu des ruines et apprenaient maintenant à se faire confiance à nouveau. Hope commença à s'ouvrir davantage. Elle parla à Damon de l'école, de l'enseignante qu'elle aimait, de sa seule amie proche nommée May,
qui était assise à côté d'elle en classe. Elle lui parla des jours où sa mère avait été trop malade pour se lever et où elle avait dû faire bouillir de l'eau seule, se faire des nouilles instantanées, marcher seule jusqu'à l'école. Elle racontait ces choses d'une voix ordinaire, comme si c'était des choses ordinaires, car pour elle, elles l'étaient. Elle ne savait pas qu'une enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à cuisiner seule, ne devrait pas avoir à s'inquiéter que sa mère puisse mourir, ne devrait pas avoir à vendre des fleurs dans la rue pour payer des factures médicales. Mais Damon le savait, et chaque histoire que Hope racontait, chaque petit détail qui lui semblait ordinaire, mais qui était horrible pour lui, c'est un peu plus mal à Damon. Sa mâchoire se durcissait, ses poings se serraient sous la table où Hope ne pouvait pas les voir. Il devait se mordre l'intérieur de la lèvre pour ne pas laisser échapper un rugissement de rage. Rage contre sa mère, rage contre lui-même de ne pas les avoir trouvés plus tôt. Rage contre le monde entier d'avoir permis à sa fille de grandir ainsi. Le 7e jour, le docteur Warren entra dans la chambre avec le premier vrai sourire qu'il avait montré depuis sa rencontre avec Hope. Bonne nouvelle, dit-il. Audrey se remet très bien. Si tout continue comme ça, dans environ 3 jours, elle devrait pouvoir quitter la clinique. Damon hocha la tête. Bien. Merci, docteur. Mais ce même après-midi, alors que Damon était assis à côté du lit d'Audrey à regarder Hope dessiner, son téléphone vibra. Il regarda l'écran. Briggs. Il sortit dans le couloir et répondit. Patron, dit Briggs, sa voix basse et égale, mais Damon pouvait entendre la tension sous-jacente. Madame Constance veut vous voir. Elle dit que c'est urgent. Damon resta silencieux pendant 3 secondes, la mâchoire serrée. Il savait que ce jour viendrait. Il l'attendait. Une partie de lui avait même voulu qu'il vienne plus tôt pour pouvoir l'affronter, pour pouvoir enfin dire les choses qu'il avait avalées pendant 9 longues années. Dites-lui, je serai là dans 1 heure, dit Damon, sa voix plate comme la surface d'un lac gelé. Il mit fin à l'appel et retourna dans la chambre. Audrey le regarda depuis le lit. Elle en avait assez entendu. Pas chaque mot, mais elle avait vu son visage changer quand il était sorti dans le couloir, et elle le vit changer à nouveau quand il revint. Son visage devint blanc. Elle sait, dit Audrey. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Damon se dirigea vers le chevet et prit la main d'Audrey. Sa main était chaude, stable, et ne tremblait pas. Oui, dit-il, elle sait. Audrey ferma les yeux. La peur avec laquelle elle avait vécu pendant 9 ans remonta dans sa poitrine. Familière, glaciale, comme une marée d'eau froide qui ne pouvait être retenue. Cette fois, je suis prêt, Audrey, dit Damon, sa voix douce mais lourde. Je ne suis plus l'homme de 27 ans que j'étais à l'époque. Cette fois, je suis prêt. Puis il se pencha, déposa un doux baiser sur son front, se redressa, ajusta sa veste de costume et sortit de la pièce. Quand le VUS noir s'arrêta devant les grilles en fer du manoir Kessler, Damon resta immobile dans la voiture pendant 3 secondes. Il regarda le manoir où il avait grandi, l'endroit où il avait appris à marcher, à parler, à donner des ordres, à faire peur aux gens. Puis il ouvrit la portière, sortit et entra directement. Il ne frappa pas. C'était toujours sa maison, même si après ce soir, ce ne serait peut-être plus le cas. Constance était assise dans le salon, dans le fauteuil où elle s'asseyait toujours. Le fauteuil dans lequel même Damon, enfant, n'avait jamais osé s'asseoir. Elle était assise le dos droit, une jambe croisée sur l'autre, sa main gauche reposant sur l'accoudoir, sa main droite tenant une tasse de thé en porcelaine blanche. Elle s'était changée, ses cheveux argentés, relevés en chignon, sans une seule mèche qui dépasse. Une tenue noire coûteuse, des perles à son cou. Elle était assise là, si calme que c'en était effrayant. Comme si cette rencontre n'était rien de plus qu'un thé ordinaire de l'après-midi, et non une confrontation entre mère et fils sur le fait qu'elle avait menacé de tuer sa propre petite-fille 9 ans plus tôt. « Assieds-toi, Damon, » dit-elle, sa voix égale, douce, sans une ride. Damon ne s'assit pas. Il se tenait au milieu de la pièce, les bras le long du corps, regardant droit sa mère. « Que veux-tu » demanda-t-il. Constance prit une gorgée de thé, reposa la tasse sur sa soucoupe, la porcelaine touchant avec un léger bruit. « Je sais pour cette fille et l'enfant, dit-elle. Cette femme, quel que soit son nom. Audrey quelque chose, elle est revenue. Et cette fois, elle est plus maligne, utilisant l'enfant comme appât pour te tromper.
Son nom est Audrey, dit Damon, sa voix basse. Et cet enfant est Hope, votre petite fille biologique. Constance posa sa main sur ses genoux, ses doigts tapotant légèrement, son visage sans expression. Elle n'est pas ma petite fille, elle a mes yeux. Mère, une coïncidence. Vous savez que ce n'est pas le cas. Constance se redressa davantage dans son fauteuil, levant le menton. Damon, je t'ai déjà dit que c'est une croqueuse de diamants. Il y a 9 ans, elle voulait utiliser la grossesse pour te piéger. Maintenant, elle utilise l'enfant. Le même vieux tour. Tu t'es fait avoir une fois, et maintenant, tu as l'intention de te faire avoir à nouveau. Damon s'approcha de sa mère. 1 pas, 2 pas, 3. Chaque pas frappait le sol en marbre avec un son lent, régulier, lourd. Il s'arrêta à 2 pas d'elle, puis il baissa la voix. La baissa jusqu'à ce que ce soit presque un murmure. Mais ce n'était pas le murmure d'un homme parlant doucement. C'était le murmure d'un homme qui n'avait pas besoin d'élever la voix. Le genre de voix que ses ennemis entendaient et savaient qu'ils allaient mourir. « Tu as menacé de tuer mon enfant, » dit Damon, chaque mot tombant avec le poids d'un marteau. « Tu es allé dans la chambre d'Audrey au milieu de la nuit, seul. Tu l'as regardé dans les yeux et tu lui as dit que tu tuerais le bébé en elle. Tu l'as chassé, tu l'as fait disparaître et tu as volé 9 ans de ma vie. 9 ans où je n'ai pas pu voir ma fille grandir. 9 anniversaires où je n'ai pas pu souffler les bougies avec elle. 9 ans où ma fille a grandi sans père. A dû vendre des fleurs dans la rue. A dû se faire des nouilles instantanées quand sa mère était malade. A dû frapper de porte en porte dans le quartier riche et supplier des étrangers d'acheter des fleurs pour avoir de l'argent pour sauver sa mère. Constance ne bougea pas. La tasse de thé sur la soucoupe dégageait encore de la vapeur, mais ses doigts cessèrent de tapoter. « Je t'ai protégé d'une erreur, » commença-t-elle. « Tais-toi. » Ces 2 mots n'ont pas été criés. Damon n'a pas crié. Il a rugi. Sa voix était profonde, vibrante, montant du fond de sa poitrine. Le genre de son que tout le monde ne peut pas faire. Le son du pouvoir absolu. Le son qui fit trembler toute la pièce quand il apparut. Constance Kessler, la femme de 64 ans qui avait dirigé cette famille d'une main de fer pendant des décennies, se pencha en arrière dans son fauteuil. Un demi-pas. Seulement un demi-pas. Mais c'était le premier demi-pas qu'elle ait jamais fait en arrière devant son fils dans sa vie. Et tous 2 le savaient. « Si vous menacez de me couper les vivres, » dit Damon, sa voix baissant à nouveau. Basse égale dangereuse. « Faites-le. Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai le mien. Si vous menacez de couper les ponts avec moi, j'accepte. Mais si vous touchez dans ma famille, si vous touchez à Audrey ou à Hope, même à un seul cheveu de leur tête, alors vous découvrirez qui est vraiment votre fils, et ça ne vous plaira pas. » Silence lourd qui s'étire. Constance regarda Damon, et pour la première fois, elle ne vit pas le fils de 27 ans qu'elle avait autrefois contrôlé. Debout devant elle se trouvait Damon Kessler, le chef de la pègre, l'homme que tout le monde du crime de Chicago respectait et craignait. Et ses yeux lui disaient qu'il ne faisait pas une menace. Il faisait une promesse. « Audrey et Hope emménagent dans mon penthouse à Lincoln Park, » dit Damon. « Elles sont ma famille. Si vous pouvez l'accepter, tant mieux. Sinon, vous et moi n'avons plus rien à nous dire. » Constance resta assise longtemps. Puis elle parla, sa voix tremblant légèrement pour la première fois de toute la conversation. « Tu l'es choisi plutôt que ta propre mère. » Damon la regarda droit dans les yeux. « Vous avez fait ce choix pour moi il y a 9 ans, quand vous avez menacé de tuer votre propre petite-fille. Je ne fais que vivre avec les conséquences que vous avez créées. » Il tourna le dos et se dirigea vers la porte du salon. Chaque pas ferme, régulier, sans hésitation. « Damon. » La voix de Constance vint de derrière lui. « Si tu franchis cette porte, ne reviens pas. » Damon s'arrêta. Ses pieds s'immobilisèrent en plein mouvement. Son dos toujours tourné vers elle. Il ne se retourna pas. 3 secondes de silence. Aussi longues que 3 ans. Puis il parla. 2 mots, doux, clairs, finaux. « Au revoir, mère. » Il franchit la porte, descendit le long couloir, sortit par la porte d'entrée, descendit les marches de pierre, traversa l'allée de gravier blanc et passa le portail. Briggs avait déjà la portière de la voiture ouverte. Damon entra et s'assit sur la banquette arrière. La portière se ferma. La voiture s'éloigna du manoir Kessler. Damon était assis en silence à l'arrière, regardant par la fenêtre.
Le manoir rapetissait dans le rétroviseur. Plus petit, plus petit. Puis il disparut et des larmes coulèrent sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin, pas des larmes de douleur. C'étaient les larmes d'un homme qui avait enfin coupé la chaîne qui lui serrait la gorge toute sa vie. Pour la première fois en 9 ans, Damon Kessler se sentit libre. 3 jours plus tard, Audrey sortit de l'hôpital. Damon vint les chercher dans le VUS noir avec Briggs au volant. Et sur la banquette arrière, il avait déjà placé un nouvel ensemble de vêtements pour Audrey et un petit sac à dos rose rempli de crayons de couleur et de carnets de croquis pour Hope. Quand la voiture s'arrêta devant le gratte-ciel de Lincoln Park, Hope colla son visage à la fenêtre et leva les yeux, la bouche bée. Le bâtiment était si haut qu'elle dut pencher la tête en arrière aussi loin que possible et ne pouvait toujours pas voir le sommet. Damon les emmena au dernier étage dans un ascenseur privé. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Hope s'arrêta net. Le penthouse était énorme, avec 3 chambres, un salon aussi grand que tout l'ancien appartement où elle et sa mère avaient vécu. Une cuisine moderne et rutilante, des parquets en chêne chaud comme le miel, et un large balcon donnant sur la ligne d'horizon de Chicago. Les gratte-ciels scintillaient sous le soleil de fin d'après-midi, et au loin, le bleu profond du lac Michigan s'étendait jusqu'à l'horizon. Hope regarda autour d'elle une seconde, puis elle se mit à courir. Elle courut dans toute la maison, du salon à la cuisine, de la cuisine à la première chambre, puis la deuxième, puis la troisième. Elle ouvrit chaque porte, regarda à l'intérieur, les yeux grands et ronds. « On va vraiment vivre ici », cria-t-elle depuis la troisième chambre. La chambre que Damon avait aménagée juste pour elle avec un nouveau lit, une nouvelle couverture, de nouveaux oreillers et une petite étagère vide attendant d'être remplie. « Cette chambre est à moi. »« Vraiment? Et moi? »« Elle est à toi, » dit Damon, debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa poitrine, regardant sa fille rebondir sur son nouveau lit avec un sourire dont il se souviendrait toute sa vie. Audrey se tenait au milieu du salon et ne disait rien. Elle regarda les grandes fenêtres remplies de lumière, la cuisine propre et brillante, le large balcon avec des fleurs fraîches dans un coin, et des larmes coulèrent sur ses joues. Silencieusement, sur le visage encore pâle de la maladie. « Damon, dit-elle, la voix épaisse d'émotion. C'est trop. Tu n'avais pas à faire tout ça. » Damon s'approcha d'elle. « C'est ce que vous auriez dû avoir toutes les deux il y a 9 ans. Ne dis pas que c'est trop. C'est trop peu. » Audrey le regarda et voulut dire plus, mais sa gorge se noua. Alors elle hocha seulement la tête, essuya ses larmes et hocha la tête une fois de plus. Cet après-midi-là, tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du salon, Audrey se tenait sur le balcon, regardant les rues en bas. Tout était paisible. Un vent doux agitait ses cheveux. Le rire de Hope flottait de l'intérieur de l'appartement. Puis Audrey baissa les yeux sur la rue et vit une berline noire garée en face de l'immeuble, vitres teintées, moteur toujours en marche. Son cœur se serra instantanément. Ses 2 mains agrippèrent la balustrade du balcon jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle recula à l'intérieur, le visage blême, la respiration trop rapide. Damon le remarqua immédiatement. Il sortit sur le balcon, vit la voiture et comprit immédiatement le fantôme du passé qui la hantait. Damon se retourna, rentra à l'intérieur et posa ses mains sur les épaules tremblantes d'Audrey. « C'est juste un voisin, Audrey, » dit-il doucement. « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. C'est la voiture du voisin du 12e étage. Le chauffeur attend juste le propriétaire. » Audrey laissa échapper un souffle, mais ses mains tremblaient encore. Elle savait que c'était irrationnel. Elle savait que ce penthouse était sûr, avec Briggs, avec la sécurité, avec Damon. Mais 9 ans à vivre dans la peur ne disparaissaient pas simplement parce qu'elle avait déménagé dans une nouvelle maison. La peur s'était installée dans ses os, dans son sang, dans la façon dont elle sursautait au son de la sonnette, dans la façon dont elle regardait toujours par-dessus son épaule quand elle marchait dans la rue. Damon la prit dans ses bras. « Tu t'y habitueras, » dit-il doucement. « Je te le promets. Je vous protégerai toutes les deux. » Ce soir-là, après leur premier repas ensemble dans la nouvelle cuisine, Damon s'assit sur le lit de Hope et lui lut une histoire avant de dormir. Il lisait maladroitement car il n'avait jamais lu d'histoire à voix haute à personne auparavant, et la voix d'un chef de la mafia lisant un conte de fées sonnait assez étrange pour que Hope ne puisse s'empêcher de glousser. Mais à mi-chemin, elle cessa soudain de rire et regarda Damon avec des yeux gris sérieux.
Papa, dit-elle, es-tu un méchant homme? Damon arrêta de lire. Le livre resta ouvert dans ses mains, mais il ne le regardait plus. Pourquoi demandes-tu ça? Quand j'étais à ton portail, le garde a dit ton nom d'une voix vraiment effrayée, comme si tu étais très dangereux. Es-tu très dangereux? Damon resta silencieux. Silencieux pendant très longtemps, si longtemps que Hope pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Il regarda sa fille, l'enfant de 8 ans, le fixant avec des yeux exactement comme les siens, sauf 1 million de fois plus clairs, pas encore souillés par le monde. Puis il parla. Je ne suis pas un homme parfaitement bon, Hope Atu. J'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier. Mais il y a une chose dont je suis sûr, et c'est ceci. Je ne ferai jamais rien de mal à toi ou à ta mère. Pour vous, je serai toujours le meilleur homme que je puisse être. Hope le regarda, penchant la tête, pensant de la manière dont seul une enfant de 8 ans pense, simplement, directement, sans calcul. Puis elle hocha la tête. Je te crois. Elle enroula ses bras autour de Damon, pressa son visage contre sa poitrine et s'endormit. Damon resta là, la tenant sans bouger, regardant par la fenêtre de la chambre les lumières de la ville scintiller au loin. Ses yeux étaient humides. Quand Hope dormait profondément, Damon la reposa doucement sur l'oreiller, remonta la couverture et sortit. Audrey était assise sur le balcon. Ses cheveux bougeaient doucement dans le vent de la nuit. Les lumières de Chicago scintillaient en bas. Des millions de petits points comme des étoiles tombées sur la terre. Le lac Michigan s'étendait, sombre et large, au loin, silencieux et immense. Damon s'assit à côté d'elle. Ils restèrent silencieux un moment, regardant la ville, écoutant le vent, écoutant la respiration de l'autre. Puis Audrey parla doucement, comme la brise. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'ai fui. Même quand je me disais que je devais t'oublier, mon cœur ne voulait pas lâcher prise. » Damon se tourna et la regarda. « 9 ans, Audrey, dit-il. 9 ans, j'ai rencontré tant de gens. Aucun d'eux n'était toi. Aucun d'eux ne pourrait jamais être toi. » Audrey posa sa tête contre l'épaule de Damon. Il passa un bras autour d'elle. Ils restèrent ainsi sur le balcon, regardant les lumières de la ville, ne disant rien de plus. Rien de plus n'était nécessaire. 9 ans de perte ne pouvaient être réparés avec des mots, mais cela pouvait commencer à être réparé avec la présence. Cette même nuit, à plus de 20 minutes en voiture du penthouse de Lincoln Park, le manoir Kessler était plongé dans l'obscurité. Pas de lumière dans le salon, pas de lumière dans le couloir. Toute la maison était dans le noir, comme si elle était morte en même temps que la conversation de cet après-midi. Mais au 2e étage, au fond du couloir est, une pièce était encore éclairée. Pas par une lampe, seulement par la faible lueur des lampadaires filtrant à travers une fente dans les rideaux, assez pour révéler la silhouette de quelqu'un assis à l'intérieur. Constance était assise dans l'ancien bureau de son défunt mari, la pièce qu'elle avait gardée intacte depuis le jour de sa mort. Ne changeant rien, ne déplaçant pas un seul livre, ne dépoussiérant pas un seul cadre photo. Cette pièce était le seul endroit du manoir où Constance s'autorisait à être faible, bien qu'elle n'ait jamais permis à cette faiblesse de durer longtemps. Elle était assise dans le fauteuil en cuir de son mari, le dos droit, les 2 mains reposant sur le bureau en chaîne. Le thé dans la tasse à côté d'elle était froid depuis longtemps, et elle n'y avait pas touché. Ses yeux étaient fixés sur l'obscurité, mais elle ne regardait pas l'obscurité. Elle regardait à l'intérieur d'elle-même, où la colère montait lentement, épaisse et lourde comme du goudron en fusion. Puis elle se pencha et ouvrit le tiroir du bas du bureau. Ce tiroir avait sa propre serrure, une clé qu'elle portait toujours autour du cou à côté de son collier de perles. Elle tourna la clé, ouvrit le tiroir et sortit une vieille boîte en bois. La boîte était petite, juste assez grande pour 2 mains. Le bois était assombri par l'âge. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait un dossier, pas épais, mais terriblement complet. Un dossier sur Audrey Sinclair, 9 ans, une page de mise à jour pour chaque année. Des photos prises en secret d'Audrey vendant des fleurs au Carrefour. L'adresse de l'appartement en banlieue où Audrey et sa fille vivaient. Le nom de la clinique où Audrey a donné naissance à Hope. La date de naissance de Hope. L'école de Hope. Le nom de son professeur principal. Le nom de la petite amie qui était assise à côté d'elle en classe. Tout. Chaque détail. Chaque année.
Constance n'avait jamais cessé de surveiller. Pendant 9 ans, elle avait su où était Audrey, comment elle vivait, quel âge avait sa fille, quelle école elle fréquentait. Elle avait tout su, mais elle n'avait pas agi, parce qu'Audrey avait disparu d'elle-même exactement comme Constance l'avait voulu. La fille avait été assez intelligente pour avoir peur, assez intelligente pour fuir et assez intelligente pour ne jamais revenir à Gold Coast. Alors Constance l'avait laissée tranquille, croyant qu'Audrey était une femme brisée qui n'oserait jamais retourner dans le monde des puissants. Elle observait de loin comme un faucon tournoyant au-dessus de sa proie, sachant exactement où il se trouvait, mais ne voyant aucune raison de plonger pour l'instant. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, Damon les avait trouvés. Maintenant, Damon était tombé à genoux et avait appelé cet enfant sa fille. Maintenant, Damon lui avait tourné le dos et avait franchi cette porte. Constance tourna les pages du dossier une par une, lentement. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il touchait la photo d'Audrey vendant des fleurs au carrefour, mais pas de peur, de rage. La rage épaisse dans sa poitrine montant lentement comme de la lave. Elle ferma la boîte, la posa sur le bureau et décrocha le téléphone. Elle composa un numéro, attendit 2 sonneries. « J'ai quelque chose à faire », dit-elle, sa voix plate et sans une ride. « Préparez le plan B. » Elle reposa le téléphone, regarda par la fenêtre. Dehors, la nuit de Chicago était noire, avec des lampadaires lointains clignotant au loin. Ses yeux étaient plus froids qu'ils ne l'avaient été 9 ans plus tôt, plus froids que la nuit où elle se tenait devant la chambre louée d'Audrey. « Mon fils, » murmura-t-elle dans le noir. « Tu penses que tu as gagné? » Elle se leva de la chaise, se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville où son fils tenait maintenant la femme qu'elle avait voulu effacer de sa vie. Pas encore. Et ainsi cette nuit-là, sur le balcon du penthouse de Lincoln Park, Damon tenait Audrey dans ses bras. Bien qu'il sache que les ombres de sa mère se déplaçaient encore dans le noir, il regardait la ville, non pas avec peur, mais avec la froide résolution d'un homme prêt à se battre pour son sang. Hope dormait paisiblement dans sa nouvelle chambre, protégée par un père qui ne laisserait plus jamais le passé gagner. 3 personnes déchirées par les mensonges, le pouvoir et la peur s'étaient enfin retrouvées grâce au courage d'une petite fille de 8 ans portant un seau de fleurs dans le monde des puissants. Mais alors que le plan B de Constance commençait à se dérouler dans le silence de la nuit, une question demeurait. Ce bonheur durement acquis durerait-il? Ou l'héritage Kessler reviendrait-il avec vengeance pour engloutir cette famille tout entière? Cette histoire nous rappelle que l'amour ne se mesure pas à l'argent ou au pouvoir, mais au sacrifice silencieux d'une mère prête à tout abandonner pour que son enfant puisse vivre. Et au courage d'un enfant qui refuse de se rendre, même lorsque le monde entier lui tourne le dos. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et partagez-la pour que plus de gens puissent l'entendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. Des histoires qui seront encore plus émouvantes que celle-ci. Comment cette histoire vous a-t-elle touché? Vous a-t-elle rappelé quelqu'un dans votre vie réelle? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment savoir ce qui vit au plus profond de votre cœur. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.